Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous au nom du Secours populaire et des enfants qui recevront un cadeau, je vous dis déjà merci, un grand merci pour, vos dons, votre générosité et ravi d'être, avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette session intitulée «Fini les projets sans fin», plus précisément 5 astuces pour accélérer les projets sans faire courir les équipes. Avant de démarrer, je dois préciser quelques petites choses. Donc cette session, en ce moment même, est en cours d'enregistrement. Je précise que j'enregistre essentiellement ce qui est présenté à l'écran et la partie audio. Sur le replay, on ne verra pas vos visages. Et je précise pour les personnes qui regarderaient cette vidéo en replay que si elles le souhaitent, en leur âme et conscience, elles peuvent, et selon leurs moyens, elles peuvent aussi contribuer soit aux formations de Noël ou si elles le regardent dans un délai beaucoup plus long, peut-être que les formations de Noël, la partie don sera fermée, mais en tout cas, elles peuvent, si elles le souhaitent, contribuer à n'importe quelle association caritative. Et merci donc aux personnes qui ont organisé les formations de Noël pour que tout le dispositif puisse être mis en place et avoir lieu dans ces conditions. Et on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Pour savoir si cette session va vous parler, j'utilise les mots qui sont à l'écran. Si dans votre activité de tous les jours, vous entendez plus ou moins fréquemment le côté je veux tout tout de suite, tel que demandé, ni plus ni moins et en une fois, si ça fait écho pour vous, alors il y a des chances que ce qui va suivre vous intéresse. Je précise aussi que dans ce que je vais vous partager, je vais essayer de ne pas me contenter de solutions évidentes, de solutions un petit peu simplistes. Je vais essayer, c'est comme ça que j'ai choisi les 5 astuces que j'ai sélectionnées pour vous. J'ai essayé de sélectionner des astuces qui, d'un côté, ont de grandes chances d'être nouvelles pour vous, j'espère. Alors après, voilà, j'en connais certains dans la réunion, donc je sais que vous en connaîtrez sûrement certaines. Mais voilà, d'un côté, j'aimerais qu'elles soient nouvelles pour vous. Et le défi pour moi, c'est qu'elles restent malgré tout très utiles et très actionnables dans votre quotidien. Donc vous me direz, hein, si vous le voulez bien, à la fin de la session, quelles sont là où les astuces parmi celles-là qui ont représenté un bon équilibre pour vous entre eux, c'est suffisamment nouveau, mais aussi suffisamment utile et actionnable. Avant de rentrer dans les astuces que j'aimerais vous présenter, je vais d'abord injecter une première clé qui va nous permettre justement de libérer ces astuces. C'est en soi une première astuce, mais qui ne va pas directement vous faire gagner ou libérer du temps, mais qui va nous permettre de libérer les autres astuces qui vont suivre. Est-ce que cette situation vous est déjà arrivée de réaliser exactement ce qui avait été demandé? J'ai fait exactement ce qui m'a été demandé. Et pourtant, là où les personnes qui vous l'ont demandé, malgré tout, à la fin des fins, n'étaient pas contentes du résultat. Peu importe d'ailleurs les raisons pour lesquelles elles ne l'étaient pas, mais en tout cas, vous avez le sentiment de dire ben, j'ai dépensé tout le temps et l'énergie nécessaire, j'ai réalisé ce qui était demandé, et malgré tout, à la fin, il y a une forme d'insatisfaction totale ou partielle, peu importe. Si jamais cette chose-là vous a déjà parlé, je vois des pouces qui apparaissent, ok. Euh, si cette chose vous parle, alors j'aimerais tout de suite vous donner une première clé de lecture et c'est ce qui va nous permettre de dégoupiller les astuces qui vont suivre. Cette clé de lecture, c'est ce qu'on appelle les critères et les indicateurs de succès. En fait, d'un côté, les Anglais ont deux mots très très bien pour ça, c'est qu'ils ont d'un côté l'output et de l'autre côté l'outcome. D'un côté, on a l'output, c'est-à-dire le livrable, le quoi, c'est ce qu'on va réaliser, ce qu'on va livrer. Et du point de vue de ce que l'on fait tous les jours, ce sont nos actions, ce sont nos réalisations. Et d'un point de vue de notre commanditaire, de notre demandeur, ou de notre client, notre utilisateur, eh bien pour lui, ce n'est qu'un moyen d'arriver à ses fins. D'accord. Et cette chose-là, en général, elle est plutôt à notre portée. Elle est, bon, il peut toujours y avoir des aléas, mais en tout cas, c'est plutôt nous qui sommes principalement responsables de ce que l'on va produire. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'output, c'est le quoi, c'est le livrable. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'outcome, c'est-à-dire les bénéfices, ce qui va permettre d'atteindre tout ou partie de la satisfaction du côté de nos clients, de nos interlocuteurs, de nos demandeurs, de nos utilisateurs. Et c'est plutôt ce que j'ai appelé les conséquences, qu'elles soient positives, négatives, peu importe, mais c'est l'impact. Et là, pour le coup, ce n'est pas totalement à notre portée. Alors bien sûr, ce que l'on réalise, ce que l'on met au point participe à ces conséquences, mais clairement, on n'a pas la main sur l'ensemble des paramètres qui produisent ces conséquences. Et bien, c'est ça que j'aimerais souligner aujourd'hui en introduction, c'est que il y a toujours une différence entre ce que l'on fait et les conséquences qu'il y a derrière. Et l'astuce des critères et des indicateurs du succès, c'est lorsqu'on reçoit une demande, de prendre ce premier temps de
de recul, d'avoir une vue d'ensemble un peu plus grande et de se dire à la fin des fins, peu importe les moyens, peu importe ce que je vais mettre en œuvre, quels sont les critères qui font que mes clients, mes utilisateurs, mes commanditaires, mes parties prenantes seront plus ou moins satisfaits. Et pour ça, je vous donne 2 astuces. La première, c'est de s'autoriser, au moins au départ, le côté rêve ambitieux, rêve utopique. C'est la baguette magique. Admettons que le projet soit fini et qu'il se soit passé merveilleusement bien. En quoi tu seras content? Quels sont les critères qui font que ça augmentera ta satisfaction? Voire même, quelle serait la situation idéale? Quelles seraient les conséquences positives? Qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire après? D'accord? Et là, on ne parle plus des caractéristiques de ce que l'on va réaliser, du produit, du service, mais on va parler des conséquences. D'accord? On va parler du client, de l'utilisateur, de ses usages, de ce qu'il va en faire. Alors pour essayer de rendre ça concret, je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est celui que je prends avec les étudiants quand j'interviens en école. Ils me disent: «J'aimerais avoir une bonne note» et je leur dis: «Bah non, tu veux pas une bonne note, ce que tu veux c'est ton diplôme». Ils me disent: «Oui, mais l'un participe à l'autre». Je dis: «D'accord, mais si tu devais choisir entre la bonne note et le diplôme, ah bah ouais, je prends le diplôme». Eh bien, en fait, non, tu ne veux pas le diplôme. Ah bon, comment ça? En fait, ce que tu veux, c'est un super job. Oui, mais l'un participe à l'autre. Je dis, bah oui, mais imagine, tu devais choisir, c'est un choix bizarre, hein, mais tu devais choisir soit entre le diplôme, soit le super job. Ah bah ouais, je prends le super job. Et je dis, bah non, tu veux même pas le super job. En fait, ce que tu veux, c'est être heureux dans la vie. Oui, d'accord, mais l'un participe à l'autre. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que à chaque étape, à chaque objectif, on n'est que sur un objectif intermédiaire qui, normalement, permet d'augmenter les chances d'avoir l'objectif ultime. Alors celui de la vie en général, c'est d'être heureux, ok, admettons. Bien sûr que moi, je n'ai pas d'impact direct dessus, c'est pas moi qui vais rendre les gens heureux. Par contre, on voit bien que en fonction de qui je suis, par exemple, si je suis une agence de révision des cours en ligne, eh bien, on voit bien que je vais plus ou moins contribuer à ces différents objectifs intermédiaires. Et surtout, le fait de comprendre quels sont les objectifs ultimes de mes interlocuteurs, ça peut potentiellement changer ce que je vais leur proposer. Par exemple, si la personne me dit je veux une bonne note pour avoir mon diplôme, pour ensuite avoir un premier job qui me permet de gagner un peu d'argent et dans les 5 prochaines années de faire une année sabbatique pour voyager à travers le monde. On voit bien que c'est pas du tout la même ambition que si la personne me dit en moins de 5 ans je veux être DRH d'un grand groupe du CAC 40. C'est pas du tout la même ambition. Et donc potentiellement, moi, à mon petit niveau d'agence d'aide aux révisions, on voit bien que je peux potentiellement changer les propositions que je vais formuler à ma petite échelle parce que j'ai mieux compris les critères et indicateurs de succès en fonction de mes interlocuteurs. Donc ça, c'est un exemple, bien sûr, un peu tarte à la crème, mais vous comprenez la finalité, c'est de trouver le bon curseur entre ce qui dépend de moi directement et ce qui ne dépend pas de moi, mais qui aura quand même une influence sur la satisfaction de mes interlocuteurs. Un autre exemple que je pourrais prendre pour enfoncer le clou sur l'histoire des caractéristiques techniques de ce que l'on fait, imaginez que la Poste décide d'améliorer ses produits et ses services et qu'elle me dise, au lieu de te livrer en X jours, j'ai tellement réduit le délai de livraison que je te livre en 2 fois moins de temps. Super, sauf que avant elle passait le vendredi et moi j'étais pas là, du coup elle me laissait un papier jaune et j'allais retirer mes livres le samedi. Et sauf que grâce à cette super amélioration, elle me livre le mardi, mais le mardi, j'étais pas là non plus, elle me laisse le papier jaune et je vais retirer mes livres quand? Ben, quand même le samedi. On voit bien que d'un côté, il y a une différence entre dire ce que la Poste a mis au point, c'est une réalisation incroyable, versus quel est mon niveau de satisfaction. Ben, il a complètement pas changé. Je vais toujours chercher mes livres le samedi, il n'y a aucun impact. D'accord? Donc c'est hyper important de bien comprendre cette distinction et de comprendre que les critères de succès dépendent essentiellement de ce qui se passe après chez mes clients, mes parties prenantes, et pas tellement des caractéristiques techniques de ce qui m'est demandé et de ce que je vais pouvoir réaliser. Alors commençons par la première astuce, maintenant qu'on a vu cette histoire de critères de succès. Et cette première astuce, elle va vous parler si vous avez déjà eu en face de vous un commanditaire, une partie prenante, un client, un utilisateur qui vous dit « je sais exactement ce que je veux ». C'est comme ça et c'est pas autrement. On a presque l'impression que la personne fait appel à nous pour faire quelque chose, mais qu'elle en est elle-même déjà plus experte que nous. D'accord ? À ce moment-là, c'est le fait de générer, de prendre le temps de générer des options alternatives à valeur ajoutée. Il n'y a pas qu'une seule manière d'aller à Rome, il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller à Rome. Et donc, avant d'aller plus loin, je viens d'identifier les critères de succès, eh bien, ça m'ouvre la porte sur potentiellement une infinité d'options alternatives. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne donnent toutes la même valeur et ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes
rentable, faisable, etc. Mais en tout cas, potentiellement, il y a un univers d'options alternatives à valeur ajoutée. Le défi que je vous propose, si vous voulez implémenter cette astuce, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose et que vous vous apprêtez à l'exécuter comme s'il n'y avait que cette solution, c'est, avant d'aller plus loin, de s'obliger à identifier au moins 3 alternatives différentes. D'accord? Et ça vaut pour votre commanditaire et ça vaut pour vous-même. L'idée, c'est chaque alternative va potentiellement délivrer tout ou seulement partie de la valeur ajoutée. D'accord? Toutes les options alternatives ne se valent pas. Pour arriver à faire ça, petite astuce, vous pouvez essayer d'agir sur différents leviers et à différents moments pour votre utilisateur. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a généré plein d'options alternatives à valeur ajoutée, eh bien, à partir du moment où on prend conscience que ces options alternatives ne donnent pas toutes la même valeur et ne demandent pas toutes le même effort ou la même complexité, eh bien, il se peut que parmi elles, certaines soient beaucoup plus rentables que d'autres. Et souvent, les plus rentables, on ne les connaît pas à l'avance. Donc, c'est très intéressant de prendre ce recul, de générer des options et de prendre le temps de faire le tri pour se dire, mais parmi toutes ces options, quelles sont celles qui sont les plus rentables? Premier exemple, imaginez que je dispose d'une petite voiture compacte et économique. Cette petite voiture, elle est compacte, donc elle est facile à garer, et elle est économique, ça veut dire que tous les jours pour aller au travail, elle ne me coûte pas très cher en carburant. Et imaginez maintenant que je demande à ce qu'on la fasse évoluer pour rajouter un énorme coffre. Vous comprenez bien que énorme coffre par rapport à petite voiture compacte économique, il y a une forme d'opposition, il y a une forme d'oxymore. Maintenant, si je ne vois que cette solution, je vais être bloqué et je vais devoir traiter ce problème complexe. Si maintenant je prends un pas de recul et que j'identifie les critères de succès, par exemple, je questionne le client sur son usage et le client me dit, eh bien, j'ai besoin d'un grand coffre pour effectuer une fois par mois les grandes courses pour toute la famille. Au moment où j'entends ça, d'un seul coup s'ouvre à moi, s'ouvre devant mes yeux une infinité d'options alternatives à valeur ajoutée. Par exemple, une remorque, un coffre de toit, des sièges rabattables et pourquoi pas même un service de livraison à domicile. Et vous voyez que chacune de ces options ne représente pas la même valeur ajoutée, ne représente pas le même effort de mise en œuvre et qu'au carrefour des deux, eh bien peut-être que certaines de ces options vont être extrêmement rentables contrairement à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, je ne ferai pas la demande qui m'a été faite, peut-être que oui, mais à minima, j'aurai mieux compris la finalité, l'usage, les critères de succès. Et peut-être, ça me fera aussi proposer une autre option qui se retrouve plus rentable que celle qui m'a été demandée. Super, merci, c'est hyper parlant. J'avais une question qui était, l'intention, c'est d'amener de la flexibilité dans la réflexion du client, ou si c'est parce qu'on a identifié qu'il y avait un décalage entre ses besoins, ses objectifs ultimes et la solution qu'il a déjà très clairement en tête? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Parce que des fois, en tout cas au début de la discussion, on n'a pas toutes les clés pour challenger ou remettre en question l'envie claire du client? Alors, effectivement, je vais répondre sur les 3 points. Sur les 2 premiers que tu as cités, je dirais les 2 mon capitaine, c'est-à-dire que à la fois, cette, façon de s'obliger à générer des options alternatives, c'est déjà une manière, à la fois pour soi, mais aussi pour nos interlocuteurs, de mieux comprendre leurs besoins, au-delà de leurs demandes, d'accord? De prendre du recul eux-mêmes et de mieux, définir, clarifier, leurs critères du succès et cetera. Heu, Ça peut éventuellement améliorer la demande en elle-même, ça peut éventuellement la faire changer en disant: «Bah, finalement, la personne m'a demandé A, j'ai questionné, j'ai proposé des alternatives, finalement on est parti sur A' ou carrément sur B». D'accord? Maintenant ce que je trouve intéressant, c'est que ces options alternatives, elles aident aussi à se projeter et ça c'est le dernier point que tu cites je trouve, hem, c'est qu'avant même qu'on réalise quelque chose, un produit, un service, juste le fait de se projeter sur des options alternatives à valeur ajoutée, ça permet déjà à l'interlocuteur de prendre conscience de choses qu'il n'avait pas forcément intégrées au départ dans sa demande. D'accord? J'ai demandé un service de révision de mes cours et en fait,
n'ayant pas vu qu'il y avait d'autres alternatives, par exemple de faire du mentorat, de faire des parcours d'immersion en entreprise ou que sais-je, en fait, je ne savais même pas que ces options-là existaient. Donc forcément, j'ai pas mis de tels critères dans ma demande. Mais à partir du moment où la personne qui est en face de moi me propose des alternatives, eh bien du coup, ça éveille en moi tout un tas de réflexions, de possibilités, et voire même, ça me permet directement d'affiner ma demande avec de nouveaux critères que je n'avais pas identifiés. Merci pour ton point. Je vous affiche à l'écran la photo d'une ville, grande ville d'Europe. Est-ce que vous la reconnaissez peut-être? Certains, ouais. Donc Barcelone, photo qui est prise depuis le parc Güell, direction de la mer. À Barcelone, il y a énormément de choses qu'on peut visiter. Je vais me le dire autrement, il y a un potentiel de visite infini, comme dans beaucoup de villes. D'accord. Le truc, c'est que si je pars et que je n'ai qu'une semaine de vacances, en une semaine, je ne pourrai pas tout voir, c'est sûr. Donc, je vais me concentrer sur certains lieux. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien tout préparer, tout ficeler à l'avance, hein, qui aiment bien dire, bah, je vais aller là à telle heure, à tel jour, etc. En même temps, c'est aussi intéressant des fois de garder un peu de flexibilité, de se dire, bah tiens, en fonction de mon état de forme, en fonction de la météo, en fonction des rencontres, de se dire, bah tiens, je passais dans ce quartier, il y a ce truc-là, j'ai un peu de temps, pourquoi pas le visiter? Ou alors de dire, non, je préfère aller à l'autre bout de la ville, je vais aller à Montjuïc, je vais aller voir la Sagrada, etc. Bon, je vais à Barcelone et il y a deux, trois trucs que je veux voir absolument. Et en même temps, je ne sais pas tout de suite tout le potentiel que je pourrais voir. Et je sais que je ne pourrais pas tout voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lister des options alternatives. Et le moment venu, je fais mes choix. Alors, par contre, quand on dit option, c'est à la fois le côté optionnel, donc on peut le faire ou on peut ne pas le faire, mais c'est aussi le côté une option à une date de péremption. C'est-à-dire qu'à à un certain moment donné, l'option n'est plus disponible. Je donne deux exemples. La Sagrada Familia et le Parc Güell, à partir d'où est prise cette photo. Dorénavant, ces deux monuments que l'on peut visiter, eh bien, on ne peut plus prendre de billets sur place le jour J. D'abord parce que ce n'est plus possible. Voilà, il n'y a plus de guichet. Mais surtout, parce que de toute façon, c'est réservé à 100% des semaines à l'avance. Donc ça veut dire qu'il existe une date butoir à partir de laquelle cette option n'est plus possible. Donc ça veut dire que tant que la date n'est pas passée, on peut jouer avec les options comme on veut. Et à partir d'une certaine date, certaines options restent valides et d'autres viennent de périmer. Donc en l'occurrence, le Parc Güell et la Sagrada Familia, c'est sûr, je vous conseille de les réserver au moins 2 à 3 semaines à l'avance. Par contre, une fois que vous les avez réservés, là, ça devient, j'allais dire, des contraintes. Alors ça vous protège, mais ça vous contraint aussi. C'est-à-dire qu'il y a la date et il y a l'heure. Donc si jamais vous dites, oh, bah, c'est dommage, il fait beau, j'aimerais bien aller à la plage, oui, mais il faut choisir. C'est soit tu vas t'enfermer dans la Sagrada, soit tu vas à la plage, mais tu ne pourras pas faire les deux au même moment. D'accord? Alors passons à la deuxième astuce. Cette deuxième astuce devrait vous parler si un jour vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation de on se voit au début, on discute, on négocie, on s'engage. Il se passe un certain temps pendant lequel on réalise tout ce qui nous a été demandé et on se revoit quand? Seulement à la fin. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, d'où la photo. Et cette deuxième astuce va vous parler si, une fois sorti du tunnel, il y a eu ce côté oups, ah oui, mais non, on s'est mal compris. Ah, mais attends, je vois pas. Non, en fait, ça s'emboîte mal. Il y a une incohérence, il y a un oubli, il y a un. Peu importe. Si vous avez déjà eu cette mauvaise surprise à la fin, alors voici la deuxième astuce que je vous propose. Cette deuxième astuce, c'est ce qu'on appelle le découpage fin par la valeur ajoutée. Et les mots sont importants. C'est pas juste un découpage fin, c'est un découpage fin par la valeur ajoutée. Alors, pour préciser mon propos, je vais séparer les typologies de projets en deux extrêmes. D'un côté, vous avez les projets d'exploitation. Exploitation, ça veut dire qu'on est dans un environnement déjà connu et maîtrisé. Dit autrement, c'est les recettes de cuisine sur Marmiton. C'est-à-dire que j'aimerais avoir ça, ok, je prends la liste des ingrédients, je vais les acheter, je suis les étapes, je découpe, je prépare, je machin, et ok, je mets les temps de cuisson comme il faut, et puis ensuite, globalement, le résultat, ça ressemble à peu près à la photo, à quelques compétences près. D'accord? Ça, c'est l'exploitation. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de produire, c'est d'optimiser, c'est de faire la plus grande quantité, c'est de baisser le coût de revient. Et ça passe par ce qu'on appelle un découpage technique. Technique, ça veut dire qu'il y a une étape, puis une autre, puis une autre. Et séquentiel, ça veut dire qu'elles sont dans un ordre bien particulier. Pourquoi est-ce que c'est un découpage technique? Parce que tant qu'on n'a pas fait toutes les étapes, alors on n'a rien de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai épluché et commencé à faire cuire des aliments,
Pour autant, je n'ai pas encore le bœuf bourguignon ou la tartiflette. Du coup, je n'ai pas encore la valeur ajoutée. Eh bien, ça marche très bien en exploitation lorsqu'on est dans un cadre déjà connu, déjà maîtrisé, pour lequel on a des recettes de cuisine et on a des plans de bataille. Il suffit d'exécuter le plan et à quelques petits ajustements près, il n'y a pas d'événement catastrophique majeur. Tout se passe exactement comme prévu. De l'autre côté, à l'autre extrémité, on a les projets d'exploration. Exploration, ça veut dire qu'on sait qu'on ne sait pas tout. Ça veut dire qu'on n'a pas tous les paramètres. Il y a une forme de subjectivité, d'expérientiel, de complexité, d'incertitude, d'inconnu, etc. Voire même de volatilité. Les choses peuvent changer, évoluer. Et à ce moment-là, le plus important, ce n'est même pas de définir un plan de bataille, qui de toute façon aurait beaucoup de mal à être établi et de toute façon ne manquerait pas de changer parce qu'il ne marcherait pas directement par nature du sujet. Et donc là, le plus important, c'est de découvrir et de s'adapter au plus tôt, notamment de découvrir, de tester et de délivrer la meilleure valeur ajoutée possible dans un délai extrêmement court, volontairement très court et même volontairement trop court, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ça passe par ce qu'on appelle le découpage fin par la valeur ajoutée. Et éventuellement, ensuite, on peut rentrer dans un cycle itératif, c'est-à-dire que tant que le sujet n'est pas totalement connu, maîtrisé, eh bien, on va pouvoir faire des boucles d'apprentissage, d'amélioration. Une technique radicale pour faire ça, c'est ce qu'on appelle le carpaccio d'éléphant. Le principe est le suivant. À chaque fois qu'il y a plusieurs possibilités, on n'en choisit qu'une seule. Je vous donne un exemple. Le produit que je dois réaliser concerne plusieurs pays. Je vais en prendre un seul. Concerne plusieurs types de clients. Je vais en prendre un seul. Il y a plusieurs règles de gestion. J'en prends une seule. Il y a plusieurs cas de figure. J'en prends un seul. Mais ça peut s'appliquer sur plusieurs jeux de données. J'en prends un seul. Résultat, à la fin des fins, mon carpaccio d'éléphant, c'est un scénario de test qui passe tout droit. C'est une mise en situation. Alors bien sûr, de très très loin, ça ne délivre pas toute la valeur ajoutée. Ça c'est clair. Maintenant, de l'autre côté, du côté de l'effort et de la complexité, j'ai tellement réduit et minimisé cet effort, cette complexité, que dorénavant, je me suis enlevé toutes les épines du pied, tous les obstacles qui me permettent en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, de délivrer déjà un morceau de valeur ajoutée. Et ça, c'est ce qui me permet non seulement de tester, de dire, bah tiens, je vais regarder, je vais voir, peut-être de délivrer cette valeur, tant mieux, ça peut participer à la satisfaction des clients, et surtout d'aller chercher le feedback, c'est-à-dire d'aller découvrir des choses pour les améliorer ensuite et m'adapter à des éventuels changements, etc. Là encore, pour essayer de rendre ça très concret, je vais vous donner deux exemples. Imaginez que ce soit les 18 ans de ma fille. C'est pas encore le cas, mais ça sera bientôt le cas. Et pour ces 18 ans, elle a décidé d'inviter des copains, des copines, et elle aimerait un super gâteau d'anniversaire avec du sucré salé, avec des couleurs et quelque chose qui soit représentatif de son loisir préféré. Bon, on est d'accord que là, c'est vraiment pas la même chose que si j'allais chez mon boulanger demander une baguette de pain. La baguette de pain, je la demande un peu farineuse, pas trop cuite. Le boulanger sait comment la fabriquer, il en a déjà plein, je sais combien ça coûte, je sais comment elle goûte. Bref, il n'y a pas d'exploration. Mais là, dans mon sujet d'anniversaire, il est urgent de ne rien réaliser et de tout de suite aller tester. Qu'est-ce qu'elle appelle coloré? C'est quoi son loisir préféré? Qu'est-ce qu'elle appelle sucré-salé? En même temps, elle veut un truc goûtu mais pas trop riche, elle tient sa ligne, etc. Là, il est urgent, mais vraiment urgent, dans un délai court, d'aller tester. C'est exactement ce que font les traiteurs, par exemple pour les mariages. Ils disent pas, on se revoit dans un an pour votre mariage avec les menus que je vous aurais préparés. C'est dès le mois prochain, on se revoit et je vous fais goûter un premier plat. On se revoit 2 mois après, je vous en fais goûter un deuxième. Et c'est grâce à ces boucles d'itération qu'on va pouvoir dire est-ce que oui ou non on s'est bien compris, bien aligné sur ce qui sera délivré dans un an. Un deuxième exemple que je vais prendre, désolé, il est un peu tarte à la crème, sans mauvais jeu de mots, c'est l'exemple des GAFAM. Il n'y a aucun géant, que ce soit dans le numérique ou pas d'ailleurs, il n'y a aucune entreprise géante qui a démarré géante du premier coup. Si vous regardez l'histoire de rien que de ces GAFAM, voyons ensemble à quel point elles ont démarré petit. Facebook, ça a été dans un campus comparer les visages d'étudiantes pour savoir laquelle des deux était la plus belle. Au départ, c'était juste ça. Google, au départ, c'est juste un moteur de recherche. Et ensuite, il y a tout un tas de services complémentaires qui arrivent, mais ça commence d'abord extrêmement petit. Est-ce que le découpage, on le fait avec le client? Est-ce qu'on peut? Oui. Est-ce qu'on doit? Il n'y a rien d'obligatoire. Est-ce que c'est mieux? Probablement. Maintenant, il me semble que les clients, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils vont l'exprimer spontanément.
J'aime bien dire que souvent un client, quand il s'adresse à son fournisseur, il s'adresse avec déjà plus ou moins une forme de solution en tête. Et donc, quelque part, la demande du client, pour moi, ce n'est pas le truc qu'on devrait exécuter, sauf à ce que le cadre, encore une fois, soit connu, maîtrisé. Si je demande une baguette de pain, je ne vais pas questionner la demande, d'accord? Mais si je sens que le sujet est potentiellement exploratoire, alors je vois la demande comme le début d'une relation, le début d'une histoire avec le client. Et probablement que si le client n'est pas déjà à l'aise avec ça, n'est pas déjà au fait de ça, peut-être qu'il va falloir, entre guillemets, un petit peu l'épauler, l'éduquer sur le fait d'exprimer ses besoins par la valeur plutôt que par une demande toute faite. Je reprends l'exemple un peu tarte à la crème d'une voiture. J'arrive en disant à mon concessionnaire, j'aimerais que vous me changiez la boîte de vitesse de ma voiture pour qu'elle roule plus vite. Pour l'instant, j'ai aucune clé sur la satisfaction. On voit bien, je prends mon recul, j'identifie des critères de succès, et là, la personne me dit, ah, en fait, ce que j'aimerais, c'est au péage, j'aimerais gratter tout le monde. Et d'un seul coup, j'ai un univers de possibilités qui s'offre à moi, c'est les alternatives. Et par exemple, le fait d'avoir une voiture plus légère, le fait d'améliorer son aérodynamisme, le fait effectivement d'avoir des boîtes de vitesse avec des rapports plus courts, le fait de changer la taille des pneus, le fait de... Que sais-je, il y a mille et une possibilités. Sauf que tout ça, ce sont des possibilités, mais rien n'est moins sûr. Et donc, comment je peux tester? Le découpage fin de la valeur et le test dépendent surtout de mon interlocuteur et pas tant des solutions que je mette en œuvre. Par exemple, ce serait intéressant, avant même de changer quoi que ce soit dans sa voiture existante, de l'emmener avec nous dans une autre voiture et de lui faire tester différentes situations. Parce que ça se trouve, la personne va découvrir que oui, il y a des voitures qui accélèrent extrêmement vite, mais qu'en fait, elles ont l'impression de perdre le contrôle parce que ça va trop vite. Donc, ça serait de trouver quel est le bon curseur. Et ça, cette découverte de curseur, le meilleur moyen de le trouver, c'est de découper la valeur, de se dire je me concentre sur un aspect et de faire tester notre interlocuteur. Avant même de réaliser quoi que ce soit, de trouver une situation dans laquelle elle peut générer ce feedback. Mais encore faut-il savoir de quelle valeur on parle. Est-ce qu'on parle de l'accélération? Est-ce qu'on parle du fait de dépasser tout le monde? Est-ce qu'on parle de l'ego? Est-ce qu'on parle de... En fait, quel est l'aspect que l'on veut nourrir en premier? Ouais, donc ça viendra probablement de la collaboration entre clients et fournisseurs. Alors, troisième astuce, elle va vous parler si vous savez ce que c'est qu'un agenda saturé de réunions. Typiquement, je commence ma semaine de travail, ma première journée, et j'ai que des réunions et je me dis bah tiens, ma journée de travail elle commencera à la fin de la journée à 18h quand j'aurai fini mes réunions. Bon, si cette situation ubuesque vous parle, alors l'astuce devrait vous parler. Pourquoi j'ai mis une image de Tetris? Un jour, j'ai un collègue qui m'a dit j'aimerais bien qu'un jour, dans les agendas électroniques, il y ait une fonctionnalité Tetris, c'est-à-dire que dès que quelqu'un me met une réunion qui vient de combler le dernier espace disponible, alors ça valide toute la journée et ça fait disparaître toutes les réunions de la journée. Bon, j'ai trouvé ça très drôle. C'est pour ça que à chaque fois que je pense à des agendas saturés, je repense à Tetris. Alors au-delà de la blague, une astuce que je vous propose, qui est contre-intuitive, c'est le fait de ritualiser les réunions. Je vais vous donner la situation typique. Mon équipe projet est en train de réaliser des choses, produits, services, peu importe. Et à un moment donné, elle se dit, tiens, j'ai fait un morceau de quelque chose et j'aimerais bien en parler en réunion avec mon client, lui démontrer la valeur, j'aimerais bien présenter, questionner, faire un atelier, que sais-je. Et donc, au moment où elle lève la tête, elle se dit, bon, programmons cette réunion. Et quand elle regarde les agendas, elle revient me voir et me dit, oh, il va se passer au moins 3-4 semaines avant qu'on trouve un créneau disponible pour tout le monde. La charge de travail que ça demande de trouver un créneau dispo, ça, j'aimerais ne plus jamais avoir à le payer. Et surtout, le délai que ça représente, le fait de dire ben, on devra se voir dans 3 semaines parce qu'il n'y a pas de créneau dispo avant, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ces deux-là, la charge correspondante et le délai correspondant, on aimerait, dans l'idéal, ne jamais avoir à les payer. C'est vraiment un pur gaspillage. Lorsqu'on est sur les sujets exploratoires avec des cycles itératifs, c'est qu'on peut se permettre de ritualiser. Imaginez, on est le début de l'année, le projet va démarrer et il va durer 1 an. Eh bien, si moi, je me mets en ordre de marche pour livrer de la valeur à mes clients, par exemple, toutes les semaines ou tous les mois, eh bien, je peux, dès le jour 1 du projet et jusqu'à la fin du projet, sur toute l'année, je peux dire, par exemple, tous les vendredis matins à 10h dans telle salle, on se retrouve avec le client qui vient de l'étranger dans cette salle de réunion et pendant 1 heure ou 2 heures, on va lui présenter quelle est la valeur ajoutée qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus jamais à regarder les agendas pour savoir ce qui est dispo.
On n'a pas le délai long d'attente puisque c'est programmé toutes les semaines. Donc au pire, j'attends une semaine avant la prochaine réunion. Et ça veut dire que mon client qui vient de l'étranger, par exemple, eh bien, ses billets de train, il peut les avoir bookés longtemps à l'avance. Il n'est pas pris au dépourvu. Ah ben tous les trains sont pris, je peux pas venir. D'accord. Et puis nous, c'est pareil, ça sécurise la salle est réservée, ça sécurise les agendas des uns des autres, ça sécurise le vidéoprojecteur, ça sécurise tout ce dont on a besoin. Ça veut dire qu'ici, en ritualisant les réunions, on vient de réduire à zéro le coût administratif de planification des réunions. Si vous êtes concerné par ces contextes-là, alors là, il y a tout de suite un gain rapide à aller chercher, potentiellement. Alors attention, c'est à la fois ritualiser, mais aussi optimiser les réunions. Parce que c'est pas le tout de dire on se voit une fois par semaine. Encore faut-il que cette réunion soit la plus productive possible, peut-être la plus concise possible. Peut-être que si les premières semaines elles durent 1 heure, peut-être qu'avec l'entraînement, on va pouvoir les améliorer et passer à une demi-heure, voire un quart d'heure, en étant le plus chirurgical possible. D'accord? Alors, le défi associé avec cette astuce, c'est de se dire que, à part les réunions ritualisées, que ce soit des réunions d'équipe, des réunions d'entreprise, des réunions projets, des réunions d'ateliers, peu importe, à part ces réunions programmées à l'avance, ritualisées, il ne devrait y avoir aucune autre réunion. À part, bien sûr, les échanges spontanés avec 2-3 personnes dans le couloir face à un tableau pour vite fait s'entraider. Et là, c'est plutôt spontané et rapide, mais c'est pas compliqué à gérer. Pour essayer de vous aider à ritualiser vos réunions et aussi à les optimiser, je vous propose plusieurs astuces. Souvent, quand on se voit en réunion, il y a une partie de l'info qui est descendante, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà cette information-là, simplement, elle va être déversée aux autres. Alors, soit ça vient d'une seule personne, et là, je vous propose une astuce, c'est celle des vidéos, c'est-à-dire que avant la réunion, quelqu'un prend le temps de préparer cette réunion et d'enregistrer les infos clés et de la diffuser à tout le monde. Et là, ça fait gagner un temps de dingue. Ou alors, ces informations sont diffuses parce que c'est un peu d'information qui vient de Norbert, un peu d'information qui vient de Jacqueline, etc. Et à ce moment-là, une autre astuce, c'est ce qu'on appelle le mur d'information collectif. Ou ce qu'on appelle, par exemple dans les approches agiles, on appelle ça le radiateur d'information. Dans les approches lean, on appelle ça l'OBEA, le cockpit, d'accord. Dit autrement, c'est que ce soit un mur physique ou un mur virtuel, numérique, c'est de se dire il existe un endroit un peu central, un peu cockpit, qui permet à n'importe qui, en un clin d'œil, de savoir exactement où on en est, qui est bloqué sur quoi, qu'est-ce qui est en attente, sur quoi je peux aider, quel est le prochain truc à faire, etc. Un deuxième point que j'aimerais tout de suite lever pour essayer d'optimiser les réunions, c'est que parfois, dans les réunions, on fait à la fois de l'analyse, de la réflexion, et en même temps, on essaye de prendre des décisions. Alors, si jamais il faut le faire, on le fait, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai déjà observé, c'est que parfois, la prise de décision n'est pas dans le même délai. Par exemple, on peut très bien se dire, avant la fin du mois, il faut décider de quelque chose, très bien, mais bien avant la fin du mois, on peut déjà entamer les réflexions, les analyses, les expérimentations, etc. Donc si je peux vous donner un conseil là encore, pour éviter les réunions interminables où on a l'impression d'être séquestré tant qu'on n'a pas abouti à une décision, je vous conseille plutôt de séparer les parties réflexion, analyse, expérimentation, recherche de données, etc., versus les temps de prise de décision. Et si jamais on est super fort en amont, en asynchrone, pour réfléchir, analyser, collecter, tester, etc., alors la prise de décision, ça devrait presque devenir un jeu d'enfant. C'est-à-dire, compte tenu de tout ce qu'on a pu amasser comme information, eh bien, on expose les 3 scénarios avec leurs avantages et inconvénients et on soumet un vote. Et ce vote, il est évident et il emporte l'unanimité assez rapidement. Et on n'a même pas besoin de se voir en réunion, on peut presque voter en un clic. L'exemple le plus flagrant de ce côté mur d'information, c'est le GPS. Lorsque vous conduisez en voiture et que vous faites appel au GPS, quand vous lui posez une question, il ne se met pas en mode recherche. Il ne vous dit pas « Ah, tu m'as posé une question, donc je te réponds d'ici 10 minutes, le temps de collecter les infos. » En fait, le GPS montre en permanence les infos les plus à jour dont il a connaissance. Alors, des fois, il y a un petit délai. Par exemple, si je passe dans un tunnel, il va se passer 2-3 minutes pendant lesquelles il n'est pas totalement à jour. Mais au moins, à un petit delta de délai près, le GPS
me montre en un clin d'œil, avant même que je lui pose la question, il me montre déjà où on est, à quelle heure on arrive, combien de kilomètres il reste, c'est quoi la prochaine bifurcation, etc. D'accord? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la visibilité 100%. C'est exactement le principe du mur d'information collective ou du radiateur d'information ou de l'OBEA, du cockpit, etc. Si jamais vous devez construire ce GPS, imaginez que vous démarriez votre projet et que pour l'instant le GPS est vide, il n'y a rien dedans. Une manière très simple de le construire, c'est dès que quelqu'un qui est dans l'équipe ou à l'extérieur de l'équipe, une partie prenante, pose une question, cette question est déjà en train de vous indiquer qu'est-ce qu'on pourrait injecter dans le GPS. Par exemple, on en est où? Eh bien, comment je réponds du mieux du monde à cette question? Ce qui veut dire que la première fois, mon GPS est vide. Très vite, en quelques jours, quelques semaines, je reçois des tonnes de questions. Ces questions m'aident à façonner une première version de mon GPS, puis une deuxième. Et en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je dispose maintenant d'un GPS qui, en un seul visuel, en un slide, soit me donne directement toutes les réponses que j'attends, ou si jamais ces réponses demandent à être plus détaillées, me donne au moins la synthèse en un visuel, quitte à fournir un pointeur vers les bonnes réponses. Par exemple, si quelqu'un me dit sur quoi tu es bloqué, peut-être que j'ai un truc à mettre dans mon GPS, bah là j'attends des réponses du client, ok. Ou alors, j'ai pas un truc qui est bloqué, mais j'en ai 12, et donc je vais indiquer dans mon GPS, il y a 12 points en attente de réponse. Ah bon, lesquels? Eh bien là, tu cliques dessus et tu vas sur un deuxième slide, un deuxième visuel qui va te donner la liste des points en attente. Alors bien sûr, ce GPS, idéalement, il est construit en automatique, c'est-à-dire qu'il ne demande pas un temps administratif de gestion au quotidien. Éventuellement de création au départ, éventuellement. Mais ensuite, c'est quelque chose qui devrait idéalement être complètement automatique. C'est-à-dire que si les informations sont dans différents systèmes, différents fichiers, différents outils, alors mettre en place les choses automatiques qui permettent d'agréger tout ça en un visuel. Ce qui fait que ce GPS, à terme, en mode routine, ne nous coûte plus rien. Deuxième exemple que je peux prendre, c'est celui des vidéos et celui notamment des journaux télévisés ou radiophoniques. Remarquez bien que dans un journal, on va rentrer dans le détail de plein de choses et ça va durer un certain temps. Mais en introduction, on a déjà en 30 secondes ou 1 minute ou 2 minutes, on a déjà le résumé qui nous donne le 80-20 de ce que l'on veut savoir. Guerre en Ukraine, il se passe ça. Exportation, la France en chute libre, etc. En fait, en un éclair, j'ai le résumé. Et ensuite, après, je peux aller dans le détail. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est que si jamais il existe des informations que l'on veut partager en réunion, une bonne manière de gommer 80% de l'ignorance des participants dans un temps extrêmement réduit et même en asynchrone, c'est-à-dire chacun à son rythme. Il y en a qui préfèrent la regarder le matin, d'autres le midi, d'autres au cours d'une pause pendant la journée. Peu importe, si j'envoie cette vidéo quelques jours avant la réunion, alors quand les gens arrivent en réunion, et même quitte à la rediffuser, mais ça veut dire que dans un temps très court, 1 minute, 3 minutes, eh bien, je viens de délivrer énormément d'informations qui vont permettre ensuite d'améliorer ce qui va se passer dans la réunion. Il ne faut pas sous-estimer la puissance, la rentabilité de la transmission d'informations par la vidéo. Alors quand je dis vidéo, souvent les équipes que j'accompagne me disent je suis pas très à l'aise pour passer à la télé, passer à l'écran. Alors le plus important dans la vidéo, ce n'est pas votre visage. Ça peut compter, ça peut être utile, ça donne de l'émotionnel, etc., du geste non verbal, ok. Mais le plus important, c'est deux choses. Un, c'est le son, donc il vaut mieux un très bon son avec votre voix qui raconte quelque chose avec les mots les plus clairs, les plus précis, les mieux choisis possibles, de manière très concise. Et deux, éventuellement, d'avoir un support visuel qui vient soutenir ce que vous allez raconter. D'accord? Alors, si en plus ce support visuel n'est pas affiché en une seule fois, mais se construit pendant votre discours, un petit peu comme une carte météo qui se déplace, ou comme du parler dessiné qui permet de dessiner au fur et à mesure le schéma qui soutient le discours. Là, effectivement, ça aura un pouvoir extraordinaire. Et pour faire ça, il n'y a vraiment pas besoin qu'on voit votre visage. Même si, encore une fois, je le redis, le visage peut rajouter un effet sympathique, émotionnel, relationnel intéressant. Mais c'est un deuxième niveau. On est d'accord que
ritualiser les réunions telles que tu l'as sous-entendu Mhm. implique, par rapport à des clients qui seraient justement en mode de j'ai bûché comme un âne sur mon cahier des charges, je te l'ai filé, donc on se donne rendez-vous dans 2 ans, implique quand même une certaine acculturation. Forcément, oui. Si tu veux, oui, bien vu, Chris. La ritualisation, elle fera d'autant plus sens qu'on est sur un sujet exploratoire. Et qui dit sujet exploratoire dit, quelle que soit l'énergie, le temps, les ressources, l'argent investi par mon client pour préparer son sujet, dès lors qu'on se rend compte que ce sujet est beaucoup plus exploratoire qu'il n'y paraît, alors on sait que ce travail préalable, aussi intéressant soit-il, ne manquera pas d'être complété, modifié, challengé, etc. Donc oui, dans un sujet exploratoire, ce qu'on valorise en premier lieu, c'est les interactions et la fréquence de ces interactions, et la fréquence à laquelle on peut tester, délivrer la valeur ajoutée, plutôt que les quantités qui ont été préparées en amont. Encore une fois, avec toute la valeur qu'elles peuvent représenter, il n'y a aucun sujet là-dessus. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir des choses en amont, mais si on ne les a pas encore investies, plus je me rends compte que mon sujet est exploratoire, et plus je vais essayer de passer rapidement à l'action, plutôt que de surinvestir en amont et d'avoir le délai qui court, mais sans aucune réalisation. Donc oui, si le client n'est déjà pas au fait de ça, je te rejoins complètement, un peu d'acculturation peut être intéressant. Après, si je me retrouve en situation, il y a une manière, alors pas très confortable, mais très puissante pour leur faire prendre conscience de ça, c'est de les faire douter. Pas de les faire douter pour les faire douter, hein. C'est juste de se rendre compte ensemble que malgré toutes les préparations, il reste énormément de questions sans réponse. Par exemple, oui, j'aimerais une voiture avec une boîte de vitesse à un rapport plus court. Ah, ok, intéressant. Et vous avez pas mis dans votre cahier des charges, tiens, le fait qu'il y ait une courroie plus grande ou plus petite, une carrosserie plus légère et une aérodynamique, machin. Ah ben non, je l'ai pas mis ça. D'accord. Il y avait juste une raison pour ça. Vous avez fait exprès de pas le mettre pour une certaine raison. Ah non, j'avais pas pensé. Ok. En fait, en faisant ça, le fait, encore une fois, de jouer avec les options alternatives, c'est ce qui va permettre peut-être aussi au moment donné au client d'avoir ce déclic, de se dire, ok, j'ai préparé des choses sur la base de ce que je savais déjà, mais je découvre en discutant avec mes partenaires que finalement, il y a énormément d'aspects que je ne connais toujours pas, pour lesquels j'ai pas les clés, j'ai pas d'éléments. Et donc, effectivement, peut-être que ce côté progressif, itératif, va être intéressant. D'ailleurs, une autre manière aussi d'en prendre conscience, c'est lorsqu'on se rend compte que lorsqu'on pose une question, soit il n'y a pas de réponse, soit au contraire, il y a mille et une réponses en fonction de à qui on la pose. Par exemple, si je dis, bon, bah, vous avez clarifié votre sujet, super. Alors, quel est, dans toutes ces fonctionnalités, ou l'aspect, quel est l'élément le plus rentable? Et là, j'ai son représentant commercial qui me dit, bah, c'est ce truc-là. J'ai son représentant du marketing qui me dit, ah, ben non, c'est celui-là. J'ai son représentant technique qui me dit, ah, ben non, c'est celui-là. Je dis, OK, donc vous êtes sûr que votre truc est bien cadré. Un sujet exploratoire, de toute façon, par nature, on sait qu'on n'a pas tous les éléments. Donc, à la première surprise, à la première déconvenue, que ce soit dans les questions-réponses ou que ce soit dans les options alternatives ou que ce soit ensuite dès les premières réalisations, dès lors qu'il y a quelque chose qui apparaît qui n'avait pas été identifié, ça peut être un point d'appui pour justement essayer de sensibiliser. Alors, c'est pas garanti, mais en tout cas, ça peut être un moyen de sensibiliser, de faire changer un peu la culture, le mindset, justement par rapport à ça. Ouais. Avec ta remarque sur le côté, vous envoyez les vidéos, comme ça ils peuvent le regarder en asynchrone, et ça, Par exemple. je suis tout à fait aligné. Mais tu as mentionné une chose qui m'a plus étonné sur le côté du et éventuellement on la repasse en début de réunion. Par exemple, ça peut Et arriver, ouais. ça me questionne. Ça me questionne par rapport à la dynamique que ça va générer, par rapport aux personnes qui ont fait l'effort de regarder la vidéo avant, qui se sont Hmm. dit, bon, ben, si de toute façon ça doit repasser en début, ça repassera en début, et donc les vidéos qu'ils m'envoient, je les traite Alors, plus. alors, en tout cas, sur les deux points que tu cites, le premier, tu as tout à fait raison. Le risque ou les risques associés, ils existent et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de les identifier et de les gérer. Donc, est-ce qu'on passe la vidéo ou pas au début de la réunion alors qu'on l'avait déjà envoyé X jours avant? Ça, effectivement, chacun gérera en fonction de ses possibilités. Par contre, sur le deuxième point, je serais extrêmement prudent. J'ai remarqué qu'on est tous différents et que rien que pour une réunion, on n'a pas tous les mêmes perceptions. Par exemple, tu as des gens qui veulent absolument connaître l'ordre du jour détaillé et d'autres qui veulent surtout pas être spoilés. T'en as qui veulent avoir des éléments en amont pour pouvoir commencer à y réfléchir et chercher des choses, et d'autres, au contraire, qui veulent faire avec toute la spontanéité de la réunion. Donc là-dessus, je serai extrêmement prudent et je vais plutôt offrir des possibilités. Par exemple,
j'envoie une invitation pour une réunion. Je donne quand même le titre ou quelque chose comme ça, un thème, ou voilà. Mais par exemple, le détail, je vais peut-être le donner que aux personnes qui vont le demander. Ou je peux te dire, bah, si vous voulez l'ordre du jour détaillé, cliquez là-dessus, mais vous n'êtes pas obligé de le regarder. Ce qui fait que ceux qui veulent pas être biaisés, qui veulent faire de la spontanéité, bah, peut-être que ils pourront ne pas se spoiler. Et donc la vidéo, ce serait un peu pareil. Alors déjà parce que tout le monde n'aura pas forcément le temps protégé pour faire ça, même si effectivement, si la vidéo dure 2 minutes, a priori le temps est quand même facile à prendre, mais admettons, quelqu'un pourrait être en déplacement, en voiture, voilà. Donc je dirais, j'offre cette possibilité en disant si vous voulez recevoir telle et telle information, par exemple, on en est où de ce contrat avec ce client depuis les 3 derniers mois. Ben, je vous fais un petit point d'actualisation et ça dure 2 minutes dans cette vidéo. Eh bien, cette chose-là, je peux la mettre à dispo. Les gens regardent ou regardent pas. D'ailleurs, peut-être que certains vont la regarder même plusieurs fois et poser des questions en amont. Très bien. Et puis d'autres, peut-être, ne voudront pas l'avoir en avant ou ne pourront pas l'avoir en avance, mais c'est pas grave, parce qu'au moins, le jour J, au plus tard le jour J, on regardera à nouveau peut-être cette vidéo, et comme elle ne dure que 2 minutes, bah, dans tous les cas, elle consomme pas grand-chose. Donc ça veut dire que entre ceux qui auront préparé en amont, ceux qui auront juste visionné sans préparer, et ceux qui n'auront pas visionné du tout, bah, de toute façon, en séance, ma réunion s'en retrouve déjà bonifiée. J'aime bien l'idée. Je te remercie. Je t'en prie. Van? Oui, je te rejoins notamment pour ce point sur le fait que les personnes qui sont plutôt introverties ont plutôt besoin d'avoir les informations avant pour faire le point en solo. Et ceux qui sont plutôt extravertis, ça leur ira peut-être plus d'être dans la réunion et de faire dans le live en fonction du mood de la réunion. Ma question, c'était plus par rapport au fait de ritualiser les réunions, j'entends tout à fait. C'est quel est le volume d'invitation qu'on met? Parce que la difficulté quand on planifie à l'avance, c'est que si on met tout le monde, ben, tout le monde a des agendas bloqués et on arrive à cette Tetris d'agenda. Et en même temps, à l'avance, on ne sait pas toujours qui va devoir. Donc, comment on fait le cut? C'est un très bon point. Ça soulève au moins deux choses que j'ai déjà observées. Après, il y en a peut-être d'autres. Les deux que j'ai observées, alors la première, c'est le côté je voudrais bien venir à la réunion. Je vois qu'elle est planifiée des semaines, des mois, des années à l'avance. Mais comme je ne sais pas encore le jour J quel sera son contenu, par exemple, on a une réunion toutes les semaines, mais dans 3 mois, ça sera quoi le contenu? Je ne sais pas encore si je serai là ou pas. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que même quand la réunion est ritualisée, ça n'empêche pas X temps avant de la mettre à jour en disant ça y est, on y voit plus clair, voici l'ordre du jour de celle de la semaine prochaine. Ce qui fait que là, les personnes qui doivent préparer, contribuer, ou celles qui veulent venir parce qu'elles sont intéressées par le sujet, ben, elles vont vraiment accepter cette réunion, et d'autres vont dire ah ben finalement je vois que ça me concerne moins, eh bien je la mets en provisoire ou carrément je la rejette. Enfin, moi j'aime bien sur les ritualisés de mettre en provisoire sur toute l'année, et ensuite X temps avant de soit officiellement l'accepter ou la rejeter, mais seulement une fois que j'ai les éléments. Alors maintenant, ça tire un deuxième point, c'est quand il y a des concurrences. Des concurrences, c'est-à-dire que si, par exemple, je dois être invité, par exemple, je suis une ressource critique, expert de Trucmuche, et l'expert de Trucmuche, il se trouve qu'il est multi-projet, et donc il a 5 ou 6 projets en parallèle, et donc il va recevoir les invitations régulières de ces 5-6 projets. Sauf que, bah, soit ça tombe à des horaires différents, mais ça lui bouffe toute sa journée ou toute sa semaine, ou alors ça tombe en même temps, mais laquelle il choisit. Et là, pour le coup, effectivement, ça demande un petit peu de doigté multi-projet. Alors, par exemple, je connais des entreprises qui disent on évite de faire les présentations aux clients, tout projet confondu, le même jour, par exemple. Ou au contraire, si ça concerne les mêmes clients, on essaye de mutualiser, de se dire ben, on réserve un seul créneau pour le client, et par contre, on regarde nous entre nous qui passe dans quel ordre et sur quel timing. D'accord. Pareil, je connais des entreprises qui disent bah, les réunions, on préfère les faire en présentiel. Ah oui, mais avec le télétravail, on n'est pas tous les jours tous au même endroit, au même moment, etc. Et donc, il y en a qui disent, bah, par exemple, les réunions présentielles, c'est plutôt les mardis et les jeudis, par exemple, ou les lundis et les mardis. Et donc, à partir du moment où on sait ça, on sait que les rituels, on va plutôt les mettre sur ces créneaux, et le reste du temps, bah, que les gens soient à distance ou en présentiel, peu importe. Après, bon, il y a aussi des entreprises qui sont très à l'aise avec le distanciel et qui savent ritualiser en distanciel. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ça peut demander un petit peu de comment dire, d'ajustement, un peu de travail un peu fin pour essayer d'optimiser ça. Après, il ne faut pas oublier que les réunions, alors bien sûr, elles ont de la valeur parce que sinon on n'en ferait pas. Mais
c'est toujours intéressant de questionner leur rentabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas pour dire qu'il faut pas la faire. C'est pour dire que si on peut se passer de certaines d'entre elles, tant mieux. Mais si on doit en garder d'autres, ça reste une bonne idée de se dire comment je fais dans la durée pour que ces réunions-là soient les plus rentables possibles, c'est-à-dire les plus concises possibles. D'accord? En essayant de ne garder dans la session réunion collective, par définition, dans ce temps collectif, d'essayer de ne conserver que les choses où on a vraiment besoin du collectif en même temps. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire individuellement, il y a des choses qu'on peut faire en collectif, mais en asynchrone ou en petit groupe. Et donc la réunion qui reste, c'est parce qu'on a besoin de ce temps synchrone en collectif. Et j'ai déjà observé plusieurs fois que les réunions, il y avait beaucoup de passages qu'on pouvait réduire. Je vous donne l'exemple typique, c'est lorsque j'ai travaillé avec des entreprises qui faisaient beaucoup de vidéos parce qu'elles étaient par exemple en distanciel. Donc on enregistrait les vidéos pour faire des replays. Et sauf que les replays, il y a peu de gens qui les regardaient parce que la vidéo était super longue avec beaucoup de temps mort à l'intérieur. Parce qu'il y a des A, des E, des hésitations, des petits trucs techniques, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai pris le point de prendre ces vidéos replay et de les découper, de les monter quelque part, de manière à ne conserver que la vidéo la plus concise possible. Ça veut dire qu'une réunion qui a peut-être duré une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie dans la vraie vie, c'est peut-être résumé à 20 ou 40 minutes de vidéo enregistrée en replay. Et à partir du moment où les gens découvrent que ce temps collectif pouvait être aussi concis, aussi compact, et bien finalement, ça peut donner l'intuition que ah ouais, peut-être qu'on peut améliorer nos réunions pour être plus efficaces. D'ailleurs, ça peut être aussi une astuce de conduite du changement. Imaginez que vous identifiez une réunion qui est particulièrement improductive. Vous dites, là, on est nombreux, il y a beaucoup d'inertie, il y a beaucoup de redites, c'est mal préparé, etc. Si jamais vous vous en sentez, j'allais dire, la légitimité, le courage, l'énergie, voilà, et que vous pouvez le faire en sécurité, je vous conseille une petite astuce. Essayez ne serait-ce qu'une fois d'investir un peu plus que d'habitude pour vous aller faire le tour des popotes en amont, c'est-à-dire voir les personnes une par une, en amont de la réunion, pour aller chercher toutes les infos nécessaires et essayer, vous, à votre échelle, avec vos petits bras, de préparer au mieux cette réunion. Et lorsque la réunion démarre, avant que quiconque prenne la parole, vous pouvez, vous déjà, en un éclair, restituer ce que vous avez appris. Vous dites, au sujet de ce projet A, il y a Marcel et Martine qui travaillent sur ça et on en est à tel endroit, on attend telle réponse et en attendant on avance sur cette partie. Concernant le sujet B pour le client Trucmuche, eh bien il y a Jacques et Jean-Pierre qui travaillent là-dessus, on en est là et on attend. Voilà. Alors maintenant que j'ai partagé tout ça, quoi d'autre? Et en fait, les gens vont découvrir que sur la réunion qui d'habitude dure 1 heure, en 4 minutes, vous avez réussi à faire un énorme 80-20. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de la valeur qui a été produite dans ce court instant. Et le jour où ils y ont goûté, pour certains d'entre eux, ça peut potentiellement devenir très compliqué de continuer à vivre avec les réunions improductives, moins productives, parce qu'ils auront goûté à la saveur, au plaisir de cette réunion productive. Donc ça peut être une astuce aussi en conduite du changement. Ouais. Après, pardon, Muriel, du coup, il y a quelquefois aussi les gens, ils aiment bien, parce qu'il y a de l'émotion aussi dedans, et je suis d'accord que quand on fait ce système, on enlève de l'émotion, je suis d'accord. C'est un peu plus froid. À un moment donné, il faut que la personne qui a monté le projet et qui a fait de l'action, elle ait quand même un temps pour exprimer l'émotion. Mais je suis tout à fait d'accord, nous on l'a fait par exemple pour l'Assemblée générale. Quand on a des moments où chacun doit dire où il en est de son action, que ce soit quelqu'un qui le dise à la place, ça enlève l'émotion et tant mieux. Mais du coup, c'est beaucoup plus court, ça, je suis d'accord. Bien sûr, après, on peut aussi l'aider à le préparer en amont, c'est-à-dire qu'on vient la questionner, retravailler, et puis ça lui permet elle, venir ensuite avec son texte préparé, concis, clair, plutôt que de balbutier, de chercher ses mots. Mais oui, bien sûr, il ne faut pas non plus retirer aux personnes cette activité, oui, bien sûr. Il m'est venu une question par rapport à tous les échanges que tu as fait précédemment. Ouais. Est-ce que tu as des astuces pour comprendre comment chacun fonctionne? Par exemple, est-ce qu'il y a des modes d'emploi sur savoir est-ce que moi j'aime bien avoir les informations avant? Est-ce que moi j'aime bien avoir beaucoup de détails pour prendre une décision? Est-ce que j'aime bien avoir du temps? Est-ce qu'il y a des sortes de templates qui permettent de savoir un petit peu mieux comment chacun fonctionne
individuellement pour renforcer la compréhension collective. Alors le truc, je vais juste sortir un tout petit peu de la session d'aujourd'hui, d'accord? C'est une petite parenthèse, je l'ai pas prévu dedans. Moi d'abord, j'ai découvert ça avec les modèles de personnalité ou d'interaction, de communication, d'accord? Donc effectivement, ça m'a déjà aidé à prendre conscience que j'avais moi personnellement des besoins différents des autres. Et quand j'ai compris ça, c'était tellement puissant pour moi. Je me suis dit, mais du coup, les autres, ils font comment? Parce que ça veut dire que si moi j'ai besoin de détails, les autres, au contraire, ils veulent surtout pas de détails. Comment on va réussir à se parler, quoi? Donc moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc premier élément de réponse, je dirais, oui, les modèles de personnalité, les modèles de communication, etc., peuvent être extrêmement puissants pour essayer de décrypter. Maintenant, je vais te donner une astuce, totalement personnelle, hein, c'est vraiment du cuisine maison, hein. Tu sais, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te poses mille et une questions sur est-ce que je le mets ou je le mets pas? Je le précise ou je le précise pas? Je le mets en visuel ou en écrit? Je le renvoie en avance ou juste la veille? Tu es d'accord avec moi? Souvent, tu te poses mille et une questions. Eh ben moi, j'ai pris le pari de me dire qu'il y aurait toujours en face de moi quelqu'un pour répondre oui à l'une ou l'autre des réponses. Et donc, plutôt que d'hésiter, j'essaye, dans la mesure du possible, et c'est souvent maladroit, bien sûr, mais j'essaye de jongler avec tout ça en même temps. Par exemple, j'hésite, est-ce que je l'envoie une semaine avant ou la veille? Eh ben, je me dis, je vais faire les deux, si je peux. C'est-à-dire que avant, j'envoie un truc, et les gens le regardent ou le regardent pas, c'est pas grave. Et puis la veille, j'envoie un truc, et puis ils regardent pas, c'est pas grave. Et ce qui fait que ça m'enlève cette interrogation permanente de me dire, mais quelle aurait été la meilleure solution? Je tâtonne, j'essaye un peu de tout, je jongle, et en fonction des contextes, des équipes, des personnes, des situations, des moments, eh bien j'aurai des retours différents. Et en vrai, c'est pas bien grave. Après, dans ma formulation, il y a une différence entre dire vous devez regarder ça avant la réunion, sinon ça marchera pas, et de dire si vous le souhaitez, mais rien d'obligatoire, vous pouvez regarder ça avant. Et là, les gens, comme c'est sur base de volontariat, ça change tout. Ok, merci. Je t'en prie. Alors, quatrième astuce pour aujourd'hui. Cette astuce, elle va vous parler typiquement si, à un moment donné, vous avez vécu ou vous observez cette situation du hamster dans sa roue avec ce côté un imprévu qui en remplace toujours un autre. D'accord? Il y a toujours un dernier truc qui tombe sur la pile et qui fait qu'on met le reste de côté pour traiter le dernier truc du moment. D'accord? Si ça vous parle, alors l'astuce qui est derrière devrait vous être extrêmement utile. Par contre, je précise, c'est peut-être la plus difficile de toutes les 5 que je vous propose aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la tester. Cette astuce, c'est ce qu'on appelle l'allocation de capacité. Alors pour être plus précis, l'allocation de capacité, il y a en fait 3 choses qu'on peut faire pour la mettre en œuvre. C'est le fait d'abord de mesurer cette capacité, 2, c'est de la protéger, et 3, de la réguler. Mesurer, c'est très facile. Protéger, c'est très dur. Et réguler, une fois qu'on a fait les 2 précédents, c'est pas si compliqué. Ça demande un peu de doigté. Alors, qu'est-ce que j'entends par allocation de capacité? Je vais d'abord vous donner l'exemple simpliste biologique. Par exemple, le matin, le midi, le soir, vous avez besoin de manger, comme moi, j'imagine. Et puis, la nuit, vous avez besoin de dormir. Et puis pareil, le week-end, vous avez besoin d'un temps de repos par rapport à la semaine, le temps professionnel. D'accord? Ça, ce sont des allocations de capacité, alors qu'on les appelle biologiques, morphologiques, ou qu'on les appelle équilibre pro-perso. En tout cas, on est d'accord qu'à un moment donné, on ne se dit pas, tiens, je vais faire toute ma semaine de travail jour et nuit, et je retarde mes nuits de sommeil et je les ferai en une seule fois à la fin le week-end. On est d'accord que ça, physiologiquement parlant, ça ne marche pas. D'accord? Aussi, il y a les gardes à l'hôpital. Alors effectivement, petite pensée pour tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, et pas que celui-là, hein, les pompiers aussi, et qui font effectivement, enfin tous les temps de garde, où effectivement ils peuvent enchaîner, j'ai entendu des trucs genre 72 heures d'affilée avec des micro-siestes, les marins, etc. Enfin bon, beaucoup de respect à toutes ces personnes qui souvent font en plus un travail très utile et peut-être pas assez reconnu, pour le dire gentiment. Donc petite pensée pour eux. Ceci dit, on est d'accord que même dans ces cas-là, il y a une forme de limite, d'accord? Alors bien sûr, je vous déconseille au plus haut point d'atteindre ces limites physiologiques, parce que là, ça peut être fatal, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si on comprend ce qu'est une capacité allouée pour du biologique versus le reste, ou pour du perso versus le pro,
alors ce qu'on appelle l'allocation de capacité dans l'activité professionnelle, c'est qu'au sein même de l'activité professionnelle, on peut aussi allouer des temps différents. Notamment, vous aurez toujours des temps forts pour venir shooter des temps faibles. Par exemple, je suis en train de travailler sur l'amélioration de mes compétences. Et puis j'ai Jean-Pierre qui me dit « Ah, je suis bloqué sur un truc, est-ce que tu peux m'aider ?» Du coup, son truc est plus important, eh bien, je vais mettre de côté mon temps d'amélioration pour aller l'aider. Une fois que j'ai Jean-Pierre, quelqu'un d'autre rentre dans la pièce, Martine, et me dit « Ah, mais je suis sur un projet sur lequel on doit livrer pour le client demain, et on est à la bourre, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et là, Jean-Pierre et moi, on arrête ce qu'on fait séance tenante, et on va aider Martine. Et pendant qu'on aide Martine, il y a Jean-Jacques qui arrive d'un rendez-vous et qui dit oh là là, c'est le feu chez un client, arrêtez tout, faut qu'on aille le dépanner. Et vous voyez que plus je me suis rapproché de l'urgence client, plus j'étais sur des temps forts qui viennent shooter les temps plus faibles. Et on est toujours sur un temps plus faible de quelqu'un d'autre. D'accord ? Parce que même la crise chez le client, si je suis en cellule de crise chez le client et qu'il y a un client VIP qui représente 30% du chiffre d'affaires qui rentre et qui dit moi aussi j'ai un truc, alors on s'occupe de moi, sinon j'arrête. Eh ben, d'un seul coup, on va arrêter l'autre urgence. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les temps forts, par définition, gagneront toujours sur les temps faibles. Il n'y aura jamais aucun élément valable pour justifier que le temps faible passe avant le temps fort. À moins que on décide collectivement que ce soit des choses qui deviennent incomparables les unes avec elles. Et c'est exactement ça ce qu'est l'allocation de capacité. Par exemple, quand vous avez dit à votre tante j'irai te voir à l'EHPAD samedi, vous lui dites pas je suis à la bourse sur mes projets pendant la semaine, du coup je vais travailler ce week-end, du coup je décale. Et de la même manière, si vous faites du canyoning le dimanche et que vous dites il y avait du monde au canyoning, j'ai pas pu faire toutes les descentes, du coup je vais continuer lundi, donc toutes mes réunions de lundi je les décale, on est d'accord que ça va pas marcher comme ça. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe de bien ou de mal le week-end ne devrait, a priori, avoir aucun impact sur ce qui se passe de bien ou de mal la semaine, qui, pareil, devrait avoir aucun impact sur le week-end. C'est-à-dire qu'on a décidé que c'était dans des allocations différentes. Quand on dit ça, ça veut dire que les éléments qui sont à l'intérieur ne sont plus comparables entre les allocations différentes. Au sein d'une allocation de capacité, on peut comparer tout ce qu'on veut, on peut prioriser. Par exemple, je peux très bien dire, ce week-end, je voulais faire plein de trucs, alors est-ce que je commence par ça, est-ce que je commence par ça, est-ce que je vais pouvoir en faire 3, en faire 4 ? Ok, ça je peux négocier. Mais plus jamais je les compare entre le week-end et la semaine. Il y a plusieurs manières de faire, bien sûr. C'est par exemple d'avoir des ressources dédiées, ou d'avoir des jours dédiés, ou d'avoir des heures dédiées dans la journée. Par exemple, si vous dites, habituellement, les urgences nous tombent toujours dessus en fin de journée. Vous pourriez dire, je vais protéger des capacités pour les temps faibles plutôt le matin. Ou vice-versa, si jamais vous dites, nous, les urgences, on les reçoit de l'autre bout du monde, elles nous arrivent le matin dans notre boîte mail. Donc on traite les urgences le matin. Vous allez dire, les temps faibles, je vais plutôt les protéger l'après-midi, par exemple. Vous pouvez dire aussi, un jour sur deux. Par exemple, le lundi, je travaille pour le client A, le mardi pour le client B. Et j'alterne comme ça un jour sur deux. Ce qui veut dire que ça se passe bien ou mal avec un des flux de valeur, avec une des allocations, pour un des clients, eh bien, ça n'impacte plus jamais, en bien ou en mal, ce qui se passe sur l'autre flux. Je le redis, protéger, c'est le plus dur. Maintenant, à minima, mesurer, c'est extrêmement facile et ça a tout de suite deux effets. Le premier, c'est que ça dépassionne le travail. Parce que souvent, quand on dit « ouais, mais j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, j'ai été dérangé », les gens confondent le message qu'on leur donne et nous. On est toujours la personne qui vient embêter avec ça. Alors que si on montre les faits, on montre les mesures, les gens peuvent se battre comme ils veulent avec les mesures, ce sont des faits, mais c'est plus nous. Ça détache le messager et l'information. Il y a un autre effet aussi induit, c'est que lorsqu'on rend visible les mesures, on rend visible toutes les mesures. Et donc, ça veut dire que quelque part, on va vite se rendre compte quels sont les sujets qui phagocytent lesquels, et ça peut remonter très haut jusqu'à ce que quelqu'un qui a la légitimité dise écoutez, moi je vous ai payé pour faire du 50-50 entre A et B, je découvre sur le terrain que vous faites du 70-30, ça me va pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour repasser à 50-50 ? D'accord ? Et là, on aura le sponsorship nécessaire, le soutien nécessaire pour le réguler. L'autre chose que je peux vous proposer, c'est à minima, lorsque vous prenez des engagements, lorsque vos équipes prennent des engagements, qu'elles prennent ces engagements en même temps en affichant les hypothèses d'allocation. Par exemple, je promets à mon client A de lui livrer plein de belles choses au mois de mars, dans l'hypothèse d'une capacité à 50%. Ce qui veut dire que si en chemin, je découvre que je ne suis pas à 50 mais à 25 sur le sujet A, ce sera très facile
et je dirais même évident, de comprendre que en mars, il n'aura que la moitié des choses et que s'il faut la totalité, ça sera plutôt en juin. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont maintenant les mesures versus les hypothèses initiales qui rendent la chose mais complètement évidente, quoi. Votre sœur vous dit je me marie dans un an, vous allez bloquer votre week-end, super, bravo, merci pour elle. Sauf que vous, dans un an, vous savez pas encore si vous serez dans le même job, est-ce que vous serez en déplacement ou pas la semaine, etc. Oui, mais ça, c'est la semaine. Mais ça n'empêche pas de bloquer le week-end. Pourquoi? Parce que le week-end et la semaine, c'est deux allocations différentes. Et que les projets soient à la bourre ou pas, que votre semaine boulot soit bien remplie ou pas, ça ne devrait, en théorie bien sûr, hein, si vous êtes HS, vous êtes HS, mais ça ne devrait a priori en rien impacter ce qui se passe le week-end. Bon, alors après, s'il a été muté à l'autre bout du monde, forcément, j'ai promis d'être ce week-end-là en Lozère, peut-être que j'y arriverai pas, d'accord? Mais ça, c'est autre chose, c'est un gros changement. Mais en tout cas, dans le flux quotidien, eh bien, ce qui se passe de bien ou de mal la semaine ne m'empêche pas de prendre un engagement dans un an le week-end, parce que ce sont des capacités différentes. Si vous êtes un jour comme moi allé aux urgences, pour X raisons, genre le bras cassé, mal, je sais pas où, ok. Et on vous a fait attendre dans la salle d'attente. Donc, vous étiez dans la salle d'attente pendant peut-être des heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ok. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un truc encore plus grave, du genre une hache dans la tête ou je sais pas quoi. Il y a toujours des trucs incroyables aux urgences. Et du coup, cette personne, j'allais dire heureusement pour elle, elle est passée devant vous. Elle vous a grillé la priorité. Bon, ok, on prend sur nous, pas de souci. C'est normal, c'est humain, très bien. Mais le truc, c'est qu'elle a été prise tout de suite. Si elle a été prise tout de suite, et tant mieux pour elle, elle a été sauvée, ça veut dire qu'il y avait un bloc de disponible. Ça veut dire qu'on vous fait attendre pendant 2 heures, 3 heures dans la salle d'attente, alors qu'il y a en ce moment un bloc disponible et des médecins disponibles. Pourquoi? Parce qu'on a décidé collectivement d'avoir des allocations de capacité différentes. Je vais caricaturer. On a réservé 1, 2 ou 3 blocs pour de la bobologie, et ils sont pleins, et on fait attendre les gens. Et on a dédié 1, 2 ou 3 blocs pour de l'urgence vitale, et ceux-là sont le plus souvent vides. Ce qui fait que quand l'urgence vitale arrive, le bloc est disponible. Comment on régule cette activité aux urgences? Il n'y a pas de système performant et en même temps saturé à 100%. Ça n'existe pas. Si vous démarrez votre semaine avec un planning qui est déjà rempli à 100%, il n'y aura pas de temps disponible, donc il n'y aura aucune possibilité de réactivité, sauf à dire certains engagements que j'ai pris, je les enlève. Je dois les abandonner. Et ça ne fait pas plaisir. Et ça veut dire que probablement les temps forts gagneront toujours sur les temps faibles. Si à l'inverse, j'ai dit tous les matins pendant 1 heure, je m'auto-forme sur un truc. Ensuite, je fais de l'amélioration continue avec mes collègues sur nos outils. Ensuite, je travaille sur les projets importants du moment. Et pendant la journée, je sais que 1 à 2 heures est rendue disponible pour des urgences qui tomberont. Et si elles ne tombent pas, j'aurai des bonus, des bouche-trous pour les remplir. Si je fais ça, alors là, je commence à mieux réguler mon flux de travail. Encore plus que les autres astuces, c'est particulièrement simple, mais particulièrement difficile. D'accord? Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais par contre, c'est très difficile. Surtout le fait de protéger. Sur tes notions de temps fort, temps faible. Oui, je t'en prie. La valorisation de ton temps, là, est liée à la valeur que tu y portes. En général, ou à la pression que tu as par rapport à ce temps-là. Alors en général, c'est pas nous qui y mettons la valeur, elle nous vient plutôt des commanditaires, des parties prenantes, des clients, des utilisateurs. Je vais donner un exemple caricatural. Mon entreprise travaille pour 2 clients, le client A, le client B. On a décidé en ce moment sur deux des projets, donc un projet à chacun des clients, on a décidé, vu ce qu'ils nous payent, de faire du 50-50. Donc en ce moment, pendant 3 mois, mon équipe est censée faire 50% pour A et 50% pour B. D'accord? Donc en théorie, c'est ce qu'il devrait y avoir. Sauf que, il se trouve que le client A, sur l'année, représente 80% de notre chiffre d'affaires, vu tout ce qu'il nous a fait faire par ailleurs. C'est un client VIP. On est d'accord que cette situation peut engendrer, par exemple, la situation du client qui arrive et qui dit « Ah, mais il me faut ça en plus. Ah, mais non, mais là, on s'est mal compris. Il faut bouger des choses, etc. » Ça peut arriver, ok. Et comme c'est le client A, si on n'y prend pas garde, on va avoir tendance dans l'opérationnel à lui allouer un peu plus de temps, à dire « Bon, finalement, j'ai travaillé un peu plus aujourd'hui pour lui », que le client B. Sauf que ça va à l'encontre de ce qu'on avait signé au départ. On avait signé du 50-50. Et donc, si j'y prends pas garde, pour X raisons, j'ai mon énergie qui devait être 50-50, qui se fait en fait phagocyter par un des deux. Alors en général,
c'est le plus urgent, c'est le plus critique, c'est le plus prestigieux, c'est celui qui a le plus d'influence. Et là, je parle des clients, mais ça peut être les clients, les sujets, les projets, peu importe quoi. Et donc, si j'y prends pas garde, eh bien, il y a certains sujets qui vont phagocyter les autres. Voilà. Mais encore une fois, ce côté temps fort peut venir de n'importe quelle chose. Hein. Si tu as une urgence chez un client, probablement que ça va battre n'importe quel projet sur lequel on est censé produire quelque chose pour une certaine date. Et probablement que ces projets vont battre n'importe quel chantier d'amélioration continue, par exemple, qui lui, par définition, n'a que des attentes internes et pas d'attentes externes directes, par exemple. Mhm. Et donc, c'est plutôt ça que j'appelle les temps forts, les temps faibles. Je te remercie. Ah, je t'en prie. 5e et dernière astuce pour aujourd'hui. Alors, celle-ci devrait vous parler si vous avez déjà vécu le sentiment d'un projet ou d'un sujet sans fin, le truc qui n'en finit pas. On annonce des dates et elles sont pas tenues et ça ne fait que repousser, et on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Je vous donne d'abord un élément de réflexion. Plus un sujet est complexe ou exploratoire, plus le potentiel de valeur est infini. Donc en réalité, c'est pas tellement que les gens se débrouillent mal et arrivent pas à s'organiser pour délivrer en temps et en heure, c'est surtout que probablement, sans s'en rendre compte, ils sont en train en permanence de tirer des plots et de ne jamais terminer le sujet. Parce que le sujet a un potentiel infini. Et donc dès qu'on se rend compte de ça, je reviens sur les notions d'options alternatives, de découpage fin à valeur ajoutée, et donc ce côté, il faut délivrer dans un délai court et tester et avoir du feedback. C'est ce que j'appelle ici naviguer entre test et feedback fréquent. Et pourquoi je dis naviguer entre test et feedback? Parce que la meilleure manière d'être rentable sur le projet exploratoire, c'est pas d'avoir les meilleures idées en amont, mais c'est plutôt de se laisser surprendre par les réactions, les feedbacks, les changements de comportement, à partir du moment où on va mettre un peu de valeur dans les mains de quelqu'un. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que sur un sujet exploratoire, par définition, dès qu'on met de la valeur dans les mains d'un client, par exemple, ça va changer son environnement, ça va changer ses comportements, et nous, en retour, ça va peut-être enrichir, améliorer la compréhension du sujet, enrichir la boîte à options alternatives, peut-être enrichir ou changer leur profitabilité, leur rentabilité par la valeur et par l'effort. Et donc, d'être capable, en faisant des zigzags comme ça, en naviguant de bord à bord, de se dire, j'ai réussi étape par étape à découvrir et à délivrer des morceaux de valeur. Et à un moment donné, on va dire, le délai est terminé, arrêtons-nous là. Et là, les gens vont dire, ouais, mais on n'a pas tout fait. Bien sûr qu'on n'a pas tout fait, puisque par définition, le tout n'existe pas. Le tout est un potentiel infini. Donc plutôt que d'essayer de tout faire alors que c'est infini, donc on voit bien que ça coince, c'est de se dire quelle est la meilleure valeur qu'on peut délivrer dans la limite du délai qu'on s'est volontairement fixé. D'accord ? Et si en plus on peut le faire plus tôt, par exemple on s'est dit projet qui va durer maximum 1 an, mais si j'ai déjà livré beaucoup de valeur en février ou en septembre, peut-être qu'on peut déjà lever le stylo et se dire avant d'aller plus loin sur ce sujet, peut-être qu'on peut maintenant réorienter notre énergie, notre effort sur d'autres sujets pour lesquels on voudrait aussi avoir ce genre d'impact. J'aimerais souligner quelques petites choses, c'est que le fait de naviguer de test en feedback fréquent, c'est avant tout un choix collectif. Ça veut dire que ça demande une forme d'autodiscipline. C'est toujours dans un délai volontairement trop court. Alors quand je dis trop court, attention, il faut bien se comprendre, c'est pas trop court juste pour se faire mal, hein, c'est pas ça. C'est trop court dans le sens où c'est suffisamment court pour nous challenger un petit peu et pour nous obliger quelque part à améliorer nos pratiques, mais quand même pas trop court pour éviter que ce soit insoutenable. D'accord ? Mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment on peut se mettre en ordre de marche pour délivrer de la valeur fréquemment. Et c'est vraiment l'idée d'une contrainte choisie plutôt que subie. Imaginez, on arrive proche d'une date butoir, d'accord ? Une deadline, la fameuse ligne de la mort, d'accord ? Pour le traduire littéralement. Eh bien, remarquez bien que c'est au moment où on s'approche de cette date butoir que d'un seul coup, on retrouve les manières d'être collaboratif et de mobiliser les forces qu'il faut pour réussir à sortir de terre le sujet qu'on essaie de faire accoucher depuis des années, d'accord ? Ou des mois. Eh bien, quelque part, plutôt que de le faire de manière subie, dans la limite des moyens qui sont les nôtres ce jour-là, et avec le peu de temps, d'occasion qu'on a d'expérimenter et d'ajuster, eh bien, on va plutôt le faire de manière choisie, très tôt dans le projet et tout au long du projet, ce qui fait que là, ça nous laisse beaucoup de temps, de sérénité, de possibilités pour tester, expérimenter, améliorer, s'entraider, etc., découvrir, etc. Donc c'est vraiment une autodiscipline choisie plutôt que
une contrainte subie qui nous tombe dessus une fois qu'on est proche de la fin, quoi. Par contre, sans jamais rogner sur les deux piliers que sont l'humain et la qualité. D'accord ? Vous avez compris, découper la valeur, façon Carpaccio, tester, découvrir et avoir ce qu'on appelle le feedback. Le feedback, c'est pas un avis. Le feedback, c'est découvrir très tôt des réponses à des questions que personne n'a posées. C'est-à-dire que le demandeur n'a pas demandé, nous, on n'a pas posé non plus la question, mais c'est devenu évident quand on lui a mis un peu de valeur dans les mains. Et c'est ça qu'on essaie d'aller provoquer, c'est découvrir ce feedback, ce qui nous permet d'enrichir la boîte à options et de naviguer à nouveau, de réorienter le navire et peut-être de surfer sur différents morceaux de valeur. Si je vous posais la question, combien de temps il faut pour éduquer un enfant ? Le potentiel, il est infini. Certains diraient même, surtout chez les hommes, mais ça c'est un autre sujet, d'accord ? Après ça dépend ce qu'on appelle un enfant. Est-ce qu'un homme de 40 ans est encore un enfant ou pas ? Ça c'est un autre sujet qui nous emmènerait trop loin. Restons sur quelque chose de moins compliqué. Combien de temps il faut pour éduquer un enfant ? On ne sait pas, potentiellement une infinité. Et peut-être que c'est différent d'un enfant à l'autre. Est-ce que pour autant ça nous empêche de formaliser et de contraindre les années scolaires, les périodes d'examen, les 6 semaines entre 2 congés scolaires, etc. Non, on peut très bien fixer les dates et à l'intérieur de ces dates, faire du mieux qu'on peut et ce qui sera délivré sera différent d'un enfant à l'autre et peut-être que certains seront plus rapides que d'autres une certaine année et l'année suivante, ça sera le contraire. Peut-être que certains vont s'éclater sur les domaines artistiques et d'autres scientifiques et d'autres littéraires et l'autre je sais pas quoi. En fait, chacun trouvera sa voie et est-ce qu'on pourra dire à 18 ans, il est fini d'éduquer ? Oui et non. Il y en a à 30 ans qui se comportent très mal et qui sont mal éduqués, pour le dire comme ça. Et puis il y en a d'autres, à 14 ans, ils sont très matures. Voilà, bon, on n'avance pas tous au même rythme, d'accord ? Sur ce côté délai, dans ces approches, on ne se dit pas comment je gère le délai et comment je fais pour atterrir à l'heure ou peut-être décaler. On se dit non, la date butoir, elle est fixe. Et par contre, charge à nous de la découper en petites étapes. Dans chacune d'elles, on essaie déjà de livrer un morceau de valeur. Le fait de faire ça, ça nous sécurise le délai global. Peut-être même qu'on pourra le réduire. D'accord ? Ça change aussi ce qu'on appelle le point de référence. Qu'est-ce que j'appelle ici le point de référence ? En fait, quand on parle de valeur ajoutée, c'est valeur en plus ajoutée par rapport à ce fameux point de référence, c'est-à-dire par rapport à ce que les gens ont déjà. Mais si maintenant je leur livre déjà des morceaux de valeur régulièrement, eh bien leur point de référence change. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, par exemple, on a dépensé 3/4 du délai et du budget, il reste encore 1/4 qu'on pourrait dépenser, mais je leur ai délivré déjà une grande quantité de la valeur. Eh bien, on peut se poser la question, quelle est la rentabilité de la valeur supplémentaire que je vais leur délivrer pour 1/4 du délai et du budget ? Eh bien, si je m'y suis bien pris, c'est-à-dire si j'ai réussi à délivrer très tôt des options très rentables, eh bien peut-être que le client lui-même dira finalement, à quoi bon payer le dernier quart pour avoir seulement ça de valeur en plus ? Parce que le point de référence a changé. Alors que si je n'ai pas encore délivré la valeur, son point de référence est resté à 0, est resté à l'initial. Et donc, ça veut dire que là, il attend encore toute la valeur ajoutée. Prenez par exemple les logiciels de gestion de paye ou de comptabilité. On pourrait se poser la question, les éditeurs qui font ces logiciels, quand est-ce qu'ils ont terminé ? La réponse, c'est jamais. Ne serait-ce que parce que chaque année, il y a des réglementations qui évoluent. Donc on pourrait dire, sortir une fiche de paye, ça ils l'ont déjà codé il y a 10 ans, donc ça devrait être fait. Oui, mais non, parce qu'il y a encore des cas de figure, des règles de gestion, des nouvelles réglementations, des machins, il y a des statuts qui apparaissent, des règles qui changent, etc. Résultat, chaque année, il y a encore de l'évolution dessus. Donc oui, sortir une fiche de paye, ils savaient déjà le faire il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui, ils continuent de faire évoluer cette solution. Et dans 10 ans, ils feront encore évoluer cette solution. Parce qu'il y a toujours des cas de figure, de la valeur ajoutée nouvelle, etc. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai tout fait, c'est quelle est la meilleure chose que j'ai pu faire dans la limite du budget et du délai. Par contre, l'engagement qu'on peut prendre, lui, il peut être sur un niveau plus détaillé. Par exemple, on peut dire, ce cas de figure, cette règle de gestion, cette situation précise, oui, je peux les promettre pour telle date. Ça, d'accord. Mais d'un point de vue macro, dire, j'aurais fini de fabriquer, produire ce produit ou ce service ou ce logiciel ou je sais pas quoi, eh bien, le dire de manière globale comme ça, non, ça ne veut rien dire parce que le tout voudrait dire infini, quoi. Parce que là, ici, j'entends ce que vous dites et c'est bien. Mais en fait, parce que là, en fait, les projets, pour vous, ils se déroulent de façon séquentielle.
Mais par exemple, je veux dire, un projet se déroule, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 sont bien faites. On arrive à l'étape 4 et par l'étape 4, on se rend compte que l'étape 1, au bout du compte, bien qu'elle ait été validée, elle n'est pas tout à fait bonne. Donc, on peut aussi devoir revenir à l'étape 1 et donc devoir recommencer. Et donc, en fait, le délai final, l'échéance finale qui avait été décidée, elle peut être quand même reportée. Alors ça, c'est typiquement lorsque on est sur un sujet beaucoup plus exploratoire que ce qu'on croit, alors qu'on est en train d'appliquer une stratégie de projet d'exploitation. En fait, un projet d'exploitation, on est sur des étapes séquentielles, c'est-à-dire qu'on fait étape 1, puis étape 2, puis étape 3, puis étape 4. Sauf qu'on découvre que notre projet est exploratoire, c'est-à-dire qu'à l'étape 4, on découvre des choses qui concernent l'étape 1, mais que personne n'avait mentionné dans la demande et que personne n'avait questionné dans la réalisation. Sauf qu'on le découvre tardivement. Si jamais on se rend compte de ça, ça veut dire qu'il est urgent de comprendre que ce projet est plus exploratoire que ce qu'on croyait et que la stratégie séquentielle, c'est-à-dire faire 1 puis 2 puis 3, avec un découpage technique, des étapes techniques, eh bien cette solution-là va très vite plafonner et atteindre ses limites. Et il vaut mieux à ce moment-là passer sur un cycle itératif avec un découpage à valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de raisonner en étape 1, 2, 3, etc., on va plutôt se dire comment dans un délai très court, toute étape confondue, je peux déjà délivrer un morceau de la valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on appelle le découpage fin par la valeur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la production de médicaments. Quand on produit des médicaments, il y a tout un tas de choses qu'on doit faire. On doit faire de la recherche bibliographique, ensuite on doit faire des tests, pourquoi pas in silico, bon ça c'est sur ordinateur, ensuite des tests in vitro, sur paillasse, ensuite des tests in vivo, sur les patients ou les animaux, ça dépend dans quel domaine on est, et ensuite on soumet le dossier et on obtient l'AMM. Maintenant, supposez qu'on découvre tardivement, par exemple pendant les tests in vivo, on découvre des effets qu'on n'avait jamais vu apparaître avant, c'est-à-dire ni en laboratoire, ni dans la littérature, etc. On est d'accord que potentiellement, ça remet tout à plat, ça remet tout en cause. D'accord ? Potentiellement, il faut recommencer depuis le début. Si jamais on se rend compte, n'importe quand dans le projet, que ce projet est plus exploratoire que ce qu'on croyait, eh bien, le plus important, ce n'est plus à ce moment-là d'essayer d'embarquer la totalité du projet et de faire toutes les étapes les unes après les autres, mais plutôt de dire, je réduis la valeur du projet, j'en découpe juste certains morceaux et j'essaye déjà sur ce morceau-là d'aller de bout en bout. Par exemple, si mon médicament est censé à la fois réduire les problèmes cutanés et réduire le mal de tête et machin, bref, il a plein de ce qu'on appelle des claims. Il a plein de bénéfices clés. Eh bien, peut-être que je peux me concentrer sur un seul de ces claims. Pareil, si je me rends compte que ça concerne plein de typologies d'animaux, si je parle de santé animale. Eh bien, peut-être que je peux me concentrer sur une seule espèce, un seul type d'animal. Et puis pareil, peut-être que mes études doivent montrer certains types de données en fonction des pays, des réglementations. La FDA aux États-Unis, l'AMM en France, enfin l'ANSES en France, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes agences, c'est pas les mêmes critères, etc. Eh bien, peut-être que je peux me concentrer déjà sur un seul marché et dire, je vais commencer par le marché européen, ou par le marché japonais, ou par le marché américain, etc. Je ne vais bien sûr pas livrer la totalité de la valeur. Ça, c'est indéniable. Par contre, je viens de m'enlever énormément de difficultés, de contraintes. Au lieu de plein de claims, j'en ai qu'une. Au lieu de plein d'espèces, j'en ai qu'une. Au lieu de plein de marchés ou d'agences, j'en ai qu'une. Résultat, en faisant ça, je viens de réduire la complexité et ça me permet, dans un délai beaucoup plus court, de réussir à découvrir très tôt des choses que je ne savais pas. Et là, je peux faire mon cycle itératif jusqu'à un moment donné où mon sujet devient suffisamment connu, maîtrisé. Et ça veut dire que quand je vais faire mes extensions, parce que je vais aller chercher de nouveaux claims, je vais aller sur de nouveaux marchés, je vais aller sur de nouvelles espèces, alors à ce moment-là, je vais pouvoir plus facilement repasser en mode séquentiel. En tout cas, c'est une des situations extrêmement classiques. C'est lorsqu'on applique une stratégie projet d'exploitation, c'est-à-dire que le sujet semble connu, maîtrisé, on a préparé en amont, on a plein d'éléments, et donc on établit un plan de bataille par un découpage technique et séquentiel. On fait A, puis on fait B, puis on fait C, dans un certain ordre, ok. Si tout se passe comme prévu, alors tout va bien. Dès qu'on se rend compte qu'il y a trop souvent trop d'aléas, trop de déconvenus, trop d'imprévus, trop de découvertes, et qu'en plus ces choses-là sont trop impactantes pour le projet, alors il faut comprendre, accepter qu'on est peut-être sur un sujet qui est en fait beaucoup plus exploratoire que ce qu'on croyait initialement. D'accord. Merci. Ah ben avec grand plaisir.
Alors, je vous mets d'abord à l'écran un récap. Le récap, je vous propose un acronyme. En tant que consultant, on aime bien les acronymes. L'acronyme cadran. Et cadran, ça vous permet de vous souvenir, 1, les critères de succès qui permettent de prendre du recul et d'ouvrir sur des possibilités. 2, du coup, des options alternatives à valeur ajoutée. 3, de découper finement par la valeur. 4, de ritualiser et d'optimiser les réunions. 5, d'allouer la capacité, histoire que quand il y a un flux de valeur pour un client et un flux de valeur pour un autre client, eh bien ce qui se passe de bien ou de mal chez l'un vienne plus jamais embêter ce qui se passe chez l'autre. Et enfin, N, naviguer entre test et feedback, de proche en proche, pour à la fois tester, découvrir, expérimenter, délivrer, améliorer, s'adapter. C'est beaucoup plus facile de s'adapter quand on fait des cycles courts que lorsque on est effectivement sur des sujets séquentiels à temps long. D'accord ? Avant qu'on passe aux questions dans la dernière séquence, j'aimerais tout de suite, à la fois pour vous et pour les personnes avec qui vous pourriez en parler, j'aimerais tout de suite lever certaines objections. Vous pourriez, et ce serait tout à fait légitime, tout de suite, avoir certaines de ces objections. Alors, je vais tout de suite essayer de lever les plus classiques, les plus fréquentes. La première, c'est que vous pourriez dire, oui, je voudrais bien, mais j'ai pas le temps. D'accord ? Et ça, c'est normal, je veux dire, c'est légitime, c'est pas pour rien que vous êtes dans la session aujourd'hui. Voilà, c'est normal de se dire, j'ai pas le temps. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt que d'essayer de mettre plein de choses en œuvre, dans tout ce qu'on a évoqué, quelle serait la première chose que vous pourriez tester qui vous permet déjà, aussi modestement soit-il, de gagner, de relibérer un peu de temps. Parce que si vous faites ça, vous pouvez revenir dans un cercle vertueux. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez amélioré quelque chose, ça vous libère du temps qui vous permet de le réinvestir pour à nouveau améliorer les choses. La deuxième objection que je peux essayer de lever aujourd'hui, c'est si vous dites par exemple, oui mais chez nous c'est impossible, on est dans un contexte spécifique parce que c'est du réglementaire, c'est de l'humain, c'est du hardware, c'est du peu importe les raisons. Derrière chaque raison, chaque excuse, chaque prétexte, aussi légitime soit-il, se cachent potentiellement de superbes opportunités. Et donc, petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que lorsqu'on se retrouve soi-même à dire « ouais mais c'est impossible, contexte spécifique, etc. », c'est de se dire « pourquoi c'est impossible ?» Parce que. Eh bien, ce parce que-là, essayez de le retourner en « comment pourrions-nous » D'accord ? Par exemple, oui mais chez nous c'est pas possible parce que le client est pas sur site, on le voit jamais. La question c'est comment pourrions-nous faire ça sans voir le client ou comment pourrions-nous faire en sorte qu'on voit le client plus souvent ? Et même s'il peut libérer qu'1 heure par mois, comment on profite au mieux de cette heure-là par mois ? D'accord ? C'est-à-dire que derrière chaque excuse, prétexte ou raison, aussi légitime soit-elle, se cachent potentiellement des opportunités. On va les chercher en se disant comment pourrions-nous ? Troisième objection que je peux essayer de lever, ok, mais, ou ah ouais, mais et si, ou est-ce qu'on risque pas de. Ok. Alors bien sûr, lorsqu'il y a des risques, on ne peut pas dire que les risques n'existent pas, bien sûr. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai traversé la rue. Est-ce que traverser la rue est risqué ? Bien sûr. Est-ce que ça m'a empêché de le faire ? Non. Mais par contre, j'ai géré ce risque. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait quand c'était rouge pour les piétons. Et comme je suis basé à Lyon, même quand c'est vert pour les piétons, je regarde quand même à 2 fois de chaque côté. Mais j'ai géré ce risque. D'accord ? Je ne l'ai pas fait les yeux bandés en courant. Voilà. C'est pas parce que c'est risqué qu'on ne le fait pas. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut le faire de manière un peu inconsciente. Hein, d'accord ? J'entends qu'il y a des risques, oui, mais, et si, qu'est-ce qu'on risque, etc. Et de se dire, ces risques-là, je les identifie. Du coup, je peux me poser la question de quel est le niveau de risque en termes d'impact ou d'occurrence. Et éventuellement, je peux essayer de mitiger ces risques, c'est-à-dire soit d'essayer de réduire leur risque d'occurrence et ou d'essayer de réduire leur niveau d'impact. Mais ça ne devrait pas m'empêcher de le faire. Une autre objection, tout à fait légitime là encore, c'est de se dire oui mais le problème c'est pas moi, le problème c'est les autres. Je sais que moi pour l'avoir vécu, c'est un peu inconfortable, mais c'est libérateur. C'est qu'en fait quand on se retrouve soit à dire le problème c'est les autres, c'est qu'en fait il faut comprendre que ce qu'on observe chez les autres nous gêne, mais que du coup la personne qui vit le problème c'est nous. J'ai mis une image du billard français. Le billard français, pour faire très simple, la règle de base, c'est qu'avec la boule blanche qui est au milieu, je dois à chaque coup taper sur les 2 boules, les 2 autres boules. Et on est d'accord que mon adversaire, lui, il joue un jeu où il fait en sorte que ça soit le plus difficile pour moi de faire ça. Et donc je pourrais dire ouais mais le problème c'est l'autre. Oui mais l'autre il fait son job quoi, il fait son taf et lui ne subit pas le problème. En tout cas, ou alors il n'en a pas conscience, d'accord ? Et donc, lorsque je me retrouve, moi, à dire le problème est chez les autres, en fait, il faut que je comprenne que l'autre
il fait bien ce qui l'intéresse et ça lui convient en l'état, a priori, et qu'en fait, la personne qui subit le problème, qui vit le problème, c'est moi. Et si je comprends ça, ça ne veut pas dire que j'en suis la cause, ça ne veut pas dire non plus que j'ai toutes les clés avec moi. Je peux lui faire ma demande, je peux lui dire est-ce que tu peux être plus sympa, mais si jamais il change pas, c'est comme ça. Donc j'ai pas non plus toute l'autorité sur cette personne pour lui dire quoi faire, etc. Je peux lui demander, mais même si elle change pas de comportement, eh bien maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est d'apprendre à jouer avec le système. C'est-à-dire que je peux peut-être changer des choses de mon côté, je peux peut-être changer mes actions, mes propositions, mes façons de faire, ce que je montre, ce que je mets en œuvre, etc. pour peut-être essayer d'influencer le cadre et donc indirectement d'influencer les personnes qui sont autour. Après, dans ces approches-là, j'aime bien dire que on fait avec ceux qui jouent le jeu et on fait malgré les autres. C'est-à-dire que si les autres sont des contraintes, on les contourne, on les évite. Voilà, on apprend aussi à naviguer. Et puis peut-être un jour ils nous rejoindront. On peut toujours leur tendre la main. Mais en tout cas, si vraiment nous on ressent le problème, on ne va pas les attendre. D'accord ? On peut leur demander. On peut, s'ils le souhaitent, co-construire une amélioration avec eux. Mais si à un moment donné on n'a que des fins de non-recevoir, on apprend à jouer autrement avec le système. Encore une fois, très simple, très facile à dire, mais pas facile à faire. Encore une autre objection, ça serait de dire oui, mais moi je suis tout seul, je suis trop petit, à ma petite échelle, l'entreprise fait des centaines ou milliers de personnes, je dépends du ministère, comment je fais, etc. Alors bien sûr, pensez au moustique dans la chambre, il est tout petit, mais il a une influence. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que l'on a. Et à notre petite échelle, il y a au moins une chose que l'on peut faire, c'est ce que j'appelle le rôle modèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit en allant titiller le côté jalousie ou en allant susciter le désir, à partir du moment où je mets des choses en œuvre et qu'elles me font du bien à moi comme à mon entreprise, comme à mes clients, eh bien peut-être que d'autres vont regarder ça et dire « mais moi j'ai bien envie de ça ». Comment tu fais toi pour pouvoir partir en week-end le vendredi à 15h avec tous tes dossiers clos, etc. Et si les personnes en ont envie, alors peut-être que d'elles-mêmes, elles viendront s'intéresser à ces approches. Dit autrement, plutôt que j'aille vers elles à pousser des solutions en disant hey, les gars, il faudrait qu'on fasse comme ça, je vais plutôt moi les mettre en œuvre à ma petite échelle, petit moustique que je suis, et peut-être que ça va influencer le comportement des autres, parce que soit, encore une fois, par jalousie, par désirabilité, par curiosité, eh bien les autres vont venir et dire mais comment tu fais ? Et enfin, dernière objection que je voulais lever avec vous, alors c'est pas vraiment une objection celle-là, mais c'est une question légitime, mais qui mériterait d'être plutôt travaillée ensemble, c'est que après tout ce qu'on s'est dit, vous pourriez dire bon, ok, mais concrètement, je fais comment ? Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que ça va être tellement contextuel, tellement dépendant de ce que vous avez envie de faire, tellement dépendant de ce que vous êtes en capacité de faire, tellement dépendant de ce que vous vous autorisez à expérimenter. J'ai envie de dire, chacun va tester comme il veut, quoi. Par contre, là où je peux éventuellement challenger, c'est de dire, peu importe le comment, il me semble que le plus important serait que vous rentriez dans une démarche de test and learn, pour le dire avec un bon franglais. C'est-à-dire que, peu importe le comment, j'essaye un truc et très prochainement, j'obtiens des résultats, positifs, négatifs, neutres, peu importe, et j'itère avec ça. J'en tire des informations, des données, des apprentissages et j'essaie d'améliorer pour tester autre chose. Et oui, je joue un petit peu aux chimistes qui bricolent des trucs et je me laisse surprendre par des résultats jusqu'à découvrir quelque chose qui, à l'instant T, dans ma situation, produit un effet intéressant. Combien de fois j'ai vu des équipes, parfois même chez le même client, dans la même entreprise, expérimenter tout et son contraire et avoir des résultats totalement opposés. Donc le plus important, c'est d'expérimenter. Avez-vous, dans le temps qui nous reste, des questions ? Je vois un commentaire très important de toujours se positionner, une échéance d'évaluation des impacts. Oui, quelque part, on peut dire que c'est aussi un pilotage par la mesure. C'est-à-dire que plutôt que de piloter par les opinions, on va plutôt se dire, on teste, on mesure, et en retour, les données battront toujours les opinions. Elles auront un poids colossal. Donc oui, merci pour cette remarque, Chris. Avez-vous des questions sur l'ensemble de ce qu'on s'est dit ? Je vais peut-être remettre le cadran à l'écran. Critères alternatifs, découpés, ritualisés, alloués et navigués. J'ai peut-être une question qui reboucle à ce que tu as dit au début. Est-ce qu'on peut partager la vidéo que tu as enregistrée
des personnes qui peuvent être impliquées avec nous dans des projets ou avec qui on veut faire des tests, en ayant en tête que la proposition, c'est aussi qu'elle fasse un don à une association en contrepartie. Alors moi c'est ce que oui, bien sûr, c'est ce que je vais afficher dans la vidéo YouTube. Je vais le signaler. Hein, je l'ai dit au début de la vidéo et je vais l'écrire dans la description. Après, les gens le font en âme et conscience. Après, je suis à peu près sûr qu'il y a X personnes sur 10 qui le feront pas et c'est pas très grave. Mais oui, bien sûr, avec grand plaisir. La vidéo sera publique, hein, donc oui, bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Ah ben, je t'en prie. Ouais, puis, ce que je trouve intéressant, c'est quand même ça permet de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà, donc ça c'est très très réconfortant. Ah ben bien sûr. Mais du coup, ça appuie aussi sur les trucs que justement on peut améliorer, donc ça c'est très chouette. Ah cool. Et pour une toute petite anecdote sur Barcelone où j'ai voulu emmener ma nièce, donc je l'ai amenée en lui disant qu'est-ce que tu veux faire et de me répondre. C'est l'un des plus grands Corte Inglés d'Europe. Est-ce qu'on pourrait passer la demi-journée au supermarché? Super. Celle-là, je ne l'avais pas prévue. C'est ça. Ce qu'on a fait. C'est ça. Je viens à Lyon, mais je vais aller au centre commercial La Part-Dieu. Ok, super. Merci. Ado ou déjà grande, autonome, à se payer ses foyers. Oui, c'est ado. Oui, c'est ça. C'est ça. Effectivement. Tout le travail sur la préparation des réunions, je trouve ça très intéressant parce qu'en effet, on est vite noyé dans des suites de réunions où on fait tout et son contraire et tout préparer. Pourquoi pas faire des vidéos? Bon, à voir si on y arrivera, mais je trouve ça très intéressant. Ok, merci beaucoup pour ce retour. Et effectivement, même si à la fin on ne fait pas la vidéo, le fait de préparer la réunion comme si on devait la tourner dans une vidéo JT qui passe en 30 secondes, rien que ça, cet exercice-là, c'est déjà en soi une manière d'extrêmement bien préparer l'introduction de la réunion. Ouais. Merci pour ce retour. Super. Moi, j'ai trouvé très intéressant la notion, enfin tout, hein, mais ce qui m'a interpellée aussi, c'est la notion de temps faible et temps fort. Quand on travaille sur la gestion de son temps, la gestion de ses priorités, enfin, je l'avais jamais vraiment analysé ou même verbalisé comme ça. Je trouvais ça très intéressant. Enfin, tout ça mérite d'être un peu mûri et repensé, mais je trouvais que cette notion était très intéressante. Donc, merci beaucoup. Ah bah cool, avec grand plaisir. Merci pour ce retour. Et effectivement, le plus important sur les temps forts, temps faibles, c'est déjà de mesurer et de se rendre compte quel sujet fait partie de quelle allocation. Parce que des fois, on se dit, oh bah il y a les urgences clients et puis il y a les projets. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est peut-être pas tout à fait ça la dichotomie. C'est peut-être, il y a les urgences des clients VIP versus les projets des clients VIP versus les urgences de tous les autres versus les projets de tous les autres. Et en fait, le fait de se rendre compte quel sujet va dans quelle allocation et de le mesurer comme ça peut déjà en soi aider à faire prendre conscience à la fois aux équipes et aux parties prenantes. Merci beaucoup pour ce retour, très intéressant. Oui, j'aime bien des formulations que tu utilises, par exemple, si le client est rigide, le faire douter, la stratégie de le faire douter. Ah oui. Sans l'afficher comme ça, mais je trouve que c'est intéressant, ce pas de côté qui permet à tout le monde de sortir d'un point de blocage. Super. Par rapport à la gestion des agendas étant professionnel de santé, ça m'a tout à fait parlé ce que vous disiez par rapport aux urgences, etc. C'est vrai que dans un cabinet dentaire par exemple, on a généralement, je sais pas, les autres fonctionnent peut-être différemment, mais de gérer un temps d'urgence qui va être là pour la journée, qui va de toute façon être mangé pour différentes raisons. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais cette gestion de l'urgence, effectivement, ce temps donné va nous permettre d'avoir un petit peu plus de souplesse sur le reste de la journée. Et quand on est dans un travail associatif, effectivement, cette gestion de l'urgence est beaucoup plus difficile à maîtriser. Mettre en avant des projets par rapport à d'autres, déplacer des réunions, etc. C'est quelquefois plus compliqué, effectivement, parce que moins évident, on va dire. Vous prenez un peu de mou, un peu de marge. Maintenant, ce que je peux rajouter, c'est que prendre de la marge, c'est intéressant, mais si jamais tout se passe mieux que prévu, on va se dire, ah oui, mais finalement, la marge, j'en fais quoi? Donc, si je peux vous donner une petite astuce complémentaire, c'est que d'un côté, je prends de la marge, et de l'autre côté, je garde sous le coude ce qu'on appelle, vulgairement, des boost-trous, c'est-à-dire des petites options, donc optionnelles, mais qui peuvent très facilement être injectées au dernier moment. Par exemple, je dis une bêtise, j'avais décidé de lire cet article dans ce magazine, mais là, tout de suite, j'ai pas le temps. Eh ben, je me le mets de côté. Et si finalement, entre deux rendez-vous, comme tout s'est mieux passé, j'ai un quart d'heure, eh ben, je peux profiter pour lire cet article. Et si, malheureusement, le rendez-vous précédent a été plus long que prévu,
je protège quand même, je sécurise mon rendez-vous suivant. Et par contre, l'article, je le lirai plus tard parce que lui, il n'a pas d'impératif, il n'a pas de date engagée, quoi. Donc, le fait d'avoir à la fois du mou et des options bouche-trou pour pouvoir combler les trous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais peut-être vous afficher dès maintenant l'URL et le QR code pour aller visionner à nouveau le support en ligne. On arrive à la fin du temps réglementaire. Comme dit l'autre, on peut démarrer en retard, mais ô combien on finit à l'heure, c'est encore une manière de protéger son temps, le mien comme le vôtre. Donc, à nouveau, merci pour votre participation, merci pour les questions, les échanges, les interactions. Merci beaucoup au nom du Secours populaire et des enfants pour les dons que vous avez faits. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de semaine et surtout de bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci beaucoup, Alfred. Bonne fête. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.